1, 2, 1, 2. Moi, je parle très fort. Je vais baisser mon truc. Vas-y, parle, Youssef, pour voir, toi. Youssef, contanos una historia, por favor. Je vais te mettre plus fort. Hola, la gente, va bien? Ouais, c'est bon. Parle comme ça, voir que si t'es pas obligé de truquer sur. Vas-y, parle là. Si, si. Me llama Youssef. Ah bah, c'est bon, ça va le faire. Et tu vois, si Si. t'as envie de le prendre à la main, t'as juste à le truquer comme ça. Le Ah, ok. sortir. Très Ouais, bien. comme ça m'arrange, moi. Aujourd'hui, épisode carte. Merci, Julien Intermittent, pour le 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc, 7 mois consécutifs. J'arrive plus à enlever le truc. Et merci, je sais pas qui a donné des abonnements. Salut tout le monde. Épisode 10. Épisode 10 de Youssef se la raconte. Je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit. 10 mais- déjà. Ouais, 10 épisodes. Et on n'avait pas dit qu'une fois, on avait fait peut-être une erreur de... Si, mais je crois qu'on l'avait De rattrapé. compte, on Merci, l'avait rattrapé. Soso Manège. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Comment ça va, monsieur Youssef? Eh bien, et toi, Wissem, comment ça va? Ça va très bien, là, le micro. Je sais pas si... Ouais. Ah, voilà. Putain, je me disais. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà, je suis bien comme ça. Voilà. Ouais, c'est bon. Bonsoir, Youssef. J'espère que tu vas bien depuis lundi. Elle était cool, l'émission de lundi. Allez la voir, les gens, l'émission de lundi. Ouais. Elle Elle était était- drôle en plus. Elle était vraiment cool. Avec, à nouveau, Tona. Ouais. Il se dit quoi? Diopiste? Il est diopiste, tu dis? Je crois de Cheikh Anta Diop. Je sais pas comment il dit. Ah le oui, nom. oui, c'est ça. Parce que lui, oui, il dit oui. qu'il est pas kémite, il est Diopiste, oui, ouais, de c'est comme ça. Charuca. Ouais, c'est ça, Voilà. tout à fait. Donc allez voir la vidéo. Attends, le chat, j'ai Ouais, pas enlevé, ouais. on arrive. Je vais mettre le chat au milieu. Je vais bouger un peu le chat, comme ça. Ça va déranger personne. Tac, voilà, on va le mettre là. Voilà, mais elle est bien l'image en plus là. Ah ouais? L'image, elle est bien, non, les gars? Fébrez, est-ce que Fébrez c'est Samira? J'ai vu qu'il y avait Fébrez sur le chat. Est-ce que c'est Samira ou pas? Pas la nôtre, hein. Pas Ah celle ouais, qu'on connaît, mais ouais. une autre. Est-ce que c'est important d'avoir vu les épisodes précédents ou pas? Pas du tout. Oh non. Pas du tout, c'est un peu décousu. Comme ça, oui. Voilà, à, c'est bateau, juste- à bateau rompu, comme on dit. Ouais, ouais. On a fait beaucoup d'épisodes sur les années 70, 80, 90, beaucoup. Et on peut y revenir d'ailleurs à la demande si des gens veulent des précisions. Parce que- Merde. Attendez, je vais enlever moi le son, comme ça je n'aurai pas le double. Tac, voilà. Voilà. Et ouais, mais de toute façon, en discutant, ça va sûrement revenir sur ces affaires-là. Là, on s'était arrêté au début des années 2000, il me semble. Et là, on va attaquer les années 2000. Et je vais commencer par une question parce que ce qui marque pour certains l'entrée autant dans les années 2000 que dans le 21e siècle, ce sont Bah, le 11 septembre. voilà, les attentats du 11 septembre. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de comment t'étais à l'époque? Ah oui. Ouais. Est-ce que tu peux je- nous raconter pour les gens? Ouais, tout à fait. Alors, tout à fait. Je rentrais du boulot. Je bossais dans un lycée à Conflans, d'ailleurs, à Conflans-Sainte-Honorine. Et donc, je rentre du lycée Merci Borges. et comment ça se passe exactement? Ah oui, c'est ça. Et j'arrive par la gare Saint-Lazare et j'entends des rumeurs à droite, à gauche. Voilà, des choses. Il s'est passé quelque chose. Parce qu'il faut préciser à l'époque, il n'y avait pas de portable. C'est-à-dire que l'info, tu l'avais pas directement. Non. Fallait non. être à la Bah, télé. Il y en avait des portables quand Ouais, même. mais t'avais pas le truc, c'était pas Internet sur les portables. T'avais juste. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. t'avais pas. Moi, je veux dire portable, t'avais Internet. Ah t'avais oui, l'info en non, pas continu. du tout. Non, À non. l'époque, t'avais pas l'info en continu. Non, c'est pas du tout. ça Ah non, on n'avait pas du tout l'info en continu. C'était pour Salut, moi le salut. début des portables, des téléphones portables en plus. J'avais mis du temps avant de m'y mettre aussi, comme tout le monde. Si, je m'y étais mis parce qu'en Palestine, on avait besoin de téléphones portables pour communiquer pour les missions civiles en Palestine, pour toutes nos actions. Donc, on avait besoin de téléphones portables. Mais c'était un petit peu le début. Toujours est-il que j'arrive à la gare Saint-Lazare et j'ai un copain qui m'appelle sur mon portable. Et puis, je voyais qu'il y avait une drôle d'ambiance. J'arrivais pas à comprendre exactement. Dans le hall de la gare, là où ça ne l'est pas perdu, il y a plein de monde. Et puis, il y a un copain qui m'appelle et il me dit simplement cette chose. Alors, avec le recul, ouais, c'est fou. Il me dit, tu sais pas, il y a eu un attentat à New York. Je crois que c'est une voiture piégée. Ah ouais. Donc, au début, on est très loin du compte. Je crois Ouais. que c'est une voiture piégée. Dans un parking, un truc. Bon, voilà. Ouais. Et alors, j'ai dit, ah bon? Et bon, bref. Et alors, donc, du coup, voilà, ça. On va poser les questions, les gens. Je vois Ouais, qu'il y a ouais. des gens- C'était déjà beaucoup. Il y avait déjà eu auparavant un attentat à la voiture piégée à New York, Ah ouais? dans le World Trade, absolument. Mais à la même période ou pas? Non, quelques années auparavant, D'accord. qui avait été fait aussi par des gens se réclamant de la même idéologie. D'accord. Et donc, du coup, ah bon? Et là, je me renseigne.
Et surtout, je file, je rentre vite chez moi pour voir les infos. Je rentre vite chez Ouais. moi pour voir les infos. À l'époque, fallait rentrer chez soi pour voir les. Ah ouais. Et alors, il se passe la chose drôle. Enfin, drôle, c'est pas drôle du tout, les amis. Hein. Je ne veux pas rigoler. Il se passe la chose. Non, mais vous allez comprendre. Étonnante, c'est que à l'époque, on avait encore vous savez, les magnétoscopes. Ouais. Les magnétoscopes, etc. Et on ne savait pas trop quand le magnétoscope était branché ou pas branché sur la télé. Ah, d'accord. Vous avez compris? Tu ne savais pas si c'était un film. Mais ou... exactement, et je mets le. Et puis comme il y avait des tas de films qui circulent, etc. On ne savait pas trop. Et donc je mets la télé. Et je ne sais pas si je suis sur le magnétoscope ou sur la télé. Je vois des images hallucinantes. Ouais, c'est un truc de ouf. Hallucinantes d'avions qui foncent comme ça sur une tour. Je me dis c'est pas possible. J'ai dû mettre un film catastrophe sans faire gaffe. Bon. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était la réalité. Merci, Souka. Mais non, mais je suis pas sur le magnétoscope, je suis sur la télévision et en changeant de chaîne. Alors bon, c'était absolument délirant, hallucinant. C'était vraiment, vraiment apocalyptique. Et pour deux raisons. D'abord, pour toutes ces pauvres victimes, ces pauvres gens qu'on voyait sauter. On voyait des corps. Non, mais c'était un truc de ouf. Hein. Ouais, non, mais ouais. c'est impressionnant. Je veux dire, il y a 2 avions qui ont foncé. Il y a même 3, non? Non, 2. 2. Et il y en a un autre qui a. Ah oui, alors. Sur le Patagone. Non, il y en a un qui a foncé sur les tours. Il y en a eu un. Il y en a 2 sur les tours, je crois. Une sur chaque tour, non? Je ne sais plus exactement. Mais je crois qu'il y en a 2. Hein. Je sais parce que. Oui, t'as raison. Oui, genre, t'as raison. les Finalement, gens, oui. Je crois qu'on n'a pas oui. vu vraiment le premier. On a vu le deuxième où les gens ont commencé à filmer. Ils Oui. filmaient le truc. Regardez, il y a eu un accident. Et on voit le deuxième. Oui, exact. Oui, pardon. Sur les tours, Et un troisième qui a été abattu en vol. Ouais. Qui a été abattu. Ils ont pris la décision de l'abattre. Il y avait des pirates à l'intérieur qui avaient pris le contrôle. Et donc, ils ont pris la décision d'abattre l'avion avec les passagers pour éviter que les dégâts soient beaucoup plus considérables. Ah bah oui. Ouais. Et alors, il y en a encore un autre. Bah si, parce qu'il y en a un sur le Pentagone, il me semble. Bah exactement, et il y a celui contre le Pentagone, le Pentagone. Ouais. Alors, avec toutes les questions qui sont posées, bon, bien sûr, ça a nourri tous les complotismes. On se rappelle Bigard. Ah bah oui, mais surtout parce que c'est vrai que c'était assez étonnant, l'avion qui fonce dans le Pentagone, il y avait quelque chose d'extrêmement étrange. Ouais. La façon dont il était disposé, alors bon, mais c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est à cette époque qu'on fleurit des tas de théories complotistes, etc., hallucinantes, qui d'ailleurs Merci, Poppy Gel. ne tiennent pas debout pour une réponse qui est simple. Pour une réponse qui est simple, c'est que un complot, et ça je le dis d'une façon générale pour l'avenir aussi, si jamais une situation de complot, si jamais il y a un complot par définition, eh bien c'est merci Paptou, conséquent, merci beaucoup. Ouais, un complot étourdi par un certain nombre de personnes qui sont dans le secret. Et un complot d'une telle ampleur, ça demande énormément de gens. Bien sûr, nécessiterait tellement de gens qu'au bout d'un moment, pas très longtemps, il y aurait forcément une fuite. Parce que c'est impossible de garder un secret comme ça avec autant de personnes concernées. Voilà, ça demanderait de mobiliser tellement de gens. Bien sûr. Parce que je me rappelle aussi, il y avait le complot et il y avait des versions antisémites en mode, oui, ils avaient dit aux Juifs de pas venir. Oui, alors, mais attends, mais on aurait été, je veux dire, au moins une personne aurait dit quelque chose. Mais on avait dit aux Juifs de pas venir dans les bien tours. Sûr. Mais moi, il y a un argument. D'autant plus qu'il y a des tas de Juifs qui sont morts, évidemment. Non, mais et moi, il y avait l'argument de Chomsky qui m'avait définitivement convaincu. Et il me disait, oui, il disait, mais attendez. Là, vous dites qu'ils ont fait organiser tout ça pour intervenir en Irak. Mais vous savez qu'ils ont besoin de ça, les États-Unis. Voilà. Ils ont besoin mais oui. Qui est dangereux. Alors, qui est dangereux parce que ça peut être révélé, qui est coûteux, qui est incroyable, qui peut paraître faible pour les États-Unis. Tout ça pour envahir l'Irak. Bien sûr. Ils vont trouver une autre justification. Je veux dire, évidemment. Non, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'était l'argument aussi qu'on utilisait. Comme si les Américains avaient besoin de tels prétextes. Ils ont fait 10 000 guerres dans leur histoire. Et comme s'ils avaient eu besoin, quand il n'y a pas de prétexte, ils les ont inventés. Ce dont on parlait l'autre jour, l'affaire du Vietnam, surtout le bateau soi-disant américain qui avait été attaqué par les Vietnamiens pour justifier le début des bombardements. Enfin bref. Ils n'avaient pas besoin de faire Ils n'avaient pas besoin de cela. Et plus. Merci, voilà. But. Question pour plus tard. Ils pensaient quoi des talibans et des moudjahidines, la gauche mainstream à l'époque?
Ah, ça serait une bonne question. Ça, on en reviendra, mais ça serait une bonne Ah, question. c'est moi, qu'est-ce que je pensais des Non, talibans? mais la gauche, non, il demandait la gauche, Ah, les pardon. talibans et les moudjahidines à l'époque. Ah, la gauche mainstream, qu'est-ce qu'elle pensait des... Je me souviens avoir lu une biographie Il de pensait Massoud quoi des Al-Qassam, mais talibans j'avais et pas des le contexte. moudjahidines, la gauche mainstream à l'époque? Euh, c'est une bonne question. Bah, à l'époque, bah, les talibans étaient bien sûr... les talibans étaient auréolés, on va dire, enfin les talibans, pas uniquement les talibans, les Afghans, étaient auréolés quand même d'une victoire contre l'URSS. La gauche mainstream avait soutenu quand même soutenait ce qu'on appelait les moudjahidines afghans. Mhm. Donc pour eux, les talibans étaient dans cette continuité. D'accord. Alors qu'il y avait vraiment une vraie rupture, parce que Massoud, c'était pas les talibans, justement. Massoud, alors moi je connais pas trop l'histoire, mais je sais qu'il a une image très positive au sein de la gauche. Massoud, il était en même temps contre les soviétiques et contre les talibans, c'est ça? Contre les talibans. Voilà. Ouais, contre les soviétiques, contre les talibans. Alors, C'est quoi, il était un peu marxiste, il était pas du tout. Non, ouais. non, pas du tout. Non, 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 il était nationaliste afghan, mais il était à la fois aussi, voilà. En tout cas, la gauche l'aimait bien. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et il disait aussi les moudjahidines. J'ai pas vu. Ouais, les moudjahidines. Mais Les moudjahidines. Bah oui, bah en général, la gauche, elle soutenait les moudjahidines. Enfin, la gauche. Ça dépend de quelle gauche. Puisqu'à l'époque, personne, évidemment, ne justifiait l'intervention soviétique. Donc le Parti communiste se taisait évidemment. Quant au reste de la gauche, eh bien le reste de la gauche, effectivement, trouvait que c'était bien. Et d'ailleurs, bah, la gauche officielle, ou alors ce qu'on appelle les retournés, hein, les retournés de gauche, ceux qui avaient été de gauche, etc., ils applaudissaient. La gauche qui était devenue hyper réac, toute la bande de ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, les BHL, les Bruckner, etc., comment les Glucksmann, bah, eux, ils applaudissaient parce que c'était ouais. leurs héros, les Moudjahidines. C'était leurs héros. Hein. Ouais. Et voilà. Et alors, évidemment, Ben Laden, à l'époque, faisait partie de ces Moudjahidines. C'était même le chef, parce que c'est comme ça qu'est né Al-Qaïda. Al-Qaïda, ça veut dire la base. Et c'était lui qui était chargé du bureau de recrutement des volontaires arabes pour aller se battre en Afghanistan. C'est comme ça que, d'ailleurs, c'est de là que vient le mot Al-Qaïda, qui veut dire la base. C'était un bureau de recrutement qui avait été mis en place par les Saoudiens et qu'il gérait, quoi. Voilà, un petit peu. Alors, Pour revenir sur le 11 septembre, il y a juste Kingdo qui dit j'y étais. En tout cas, c'était ouf. Ça a transformé les New-Yorkais en zombies. Il y avait des colonnes de gens qui erraient dans les rues et des affiches missing avec des photos de gens. T'étais à New York, Kingdo? T'étais vraiment à New York? ah ouais. Ah ouais. Et donc toi, ouais, t'as vu cet événement. T'as pensé quoi quand t'as vu que c'était réel là, genre, est-ce que il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que d'emblée tu t'as vu l'ampleur du truc? Est-ce que tu t'es dit ah ça y est là, on change quoi et c'est On était sidérés. ouais. On était sidérés et on était. Je vais vous dire, je vais vous parler franchement. Hein. On était sidérés, on était partagés entre l'horreur de l'événement Ouais. et aussi, je vais pas dire une satisfaction, hein, pas du tout, mais quand même, c'était la première fois dans l'histoire que les États-Unis étaient ciblés. Alors on était partagés entre d'une part l'horreur, parce que tous ces Bah ouais. pauvres bougres qui se jetaient dans le vide, C'était etc. un truc de ouf, hein. C'était terrible, c'était épouvantable, voilà. Et puis personne ne mérite ça. Ouais, Personne ne il mérite était à ça. New York. Et en même temps, vu toutes les horreurs qu'on avait vues, n'oubliez pas qu'on sortait de ce qui s'était passé en Irak. J'avoue que aujourd'hui, je le dirai pas, je pense que je serais plus mesuré, mais on avait vu une telle horreur pendant 10 ans en Irak. Rappelez-vous l'autoroute de la mort dont on avait parlé, etc. Les bombardements, les armes chimiques utilisées, les armes à uranium appauvri utilisées contre les Irakiens, ces centaines de milliers d'enfants irakiens qui étaient morts à cause de maladies, parce que l'Irak n'avait pas le droit d'importer du chlore, et que c'est la seule façon pour venir à bout du choléra et autres. Donc tous ces gamins. Donc c'est évident. Voilà, vous avez cette superpuissance qui opprime tant de gens qui est visée. Alors voilà, et en même temps, donc, Mais- vous comprenez. Ouais, non, mais Voilà, c'était un non, peu mais ça, on va le dire. Hein. c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre quand on parle de ça. Et moi, je reprends souvent l'exemple de mon père. Et ils comprennent pas que, bien sûr, que c'est pas beau. Bien sûr, alors, même les gens qui étaient presque contents savaient que putain, c'est de la merde d'être content de ça. Mais pour certains, la première réaction, ça a été aussi ah, pas bien fait pour eux. Tu vois, Ouais, je bah sais oui. que mon père, quand il est revenu, il y avait ma mère qui était effarée devant l'écran. Et mon père, il est revenu, les gens, il applaudissait, il était en mode Ah bien bah, bien fait, sûr, bande d'Américains, c'est pour tous bien les sûr, Irakiens, bien c'est sûr. pour tout ça et tout. Tu vois, et
Après, oui, c'est vrai, c'est triste, nanana, mais en même temps, en fait, ce sentiment-là qui est pas noble, il faut aussi le comprendre que vous aussi, là, vous qui vous êtes indigné sur le 11 septembre, genre le Français moyen qui était effaré sur le 11 septembre, n'en avait rien à foutre de ce qui se passait en Irak et tout. Et donc pour les gens, c'était en mode, ah bah voilà, vous Ah oui, voyez, tu oui. vois, Ah il y a eu un oui. peu ce sentiment-là direct, ah bah voilà, c'est ce que vous faites ailleurs. Et puis, c'est ça qui est terrible, c'est que t'en viens à être content que ça arrive ailleurs alors que tu devrais Ouais, pas. ouais. La haine, la haine entraîne la haine, hein. C'est ça qui est absolument terrible. Et c'est pour ça que l'impérialisme est une bête immonde, parce que l'impérialisme aussi nous pousse à ressentir une haine. Ouais. Voilà. Nous aussi, et il faut toujours s'en prémunir, évidemment, il faut toujours se prémunir de ce genre de sentiments. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué. Moi, je connais des gens, et quand ils ont appris cela, ils ont sauté en l'air de joie. Hmm. Ils ont sauté en l'air de joie, c'est la vérité. Ils sautaient en l'air de joie. Ouais. Voilà. Et puis on le sait que ça s'est passé dans tout le tiers-monde, hein. Faut pas mentir, dans tous les, dans le monde entier, en Afrique, partout, dans le tiers-monde, malheureusement, oui, Ah bah oui, ils étaient. beaucoup de gens étaient contents. Il y en a beaucoup qui étaient heureux, hein. Ouais. C'est arrivé le jour de l'anniversaire du 11 septembre 73. D'ailleurs, c'est fou comment ça a esquivé l'histoire du 11 septembre aussi. Bah, Ça a masqué du cette coup, histoire-là. ah bah Mes ouais. parents chiliens ont pleuré tellement leurs sentiments étaient partagés entre l'horreur et le souvenir de ce qu'ils avaient Ben vécu. exactement. C'est ça, pour tous ceux qui avaient vécu comment la Haggad, on dit en arabe, comment l'oppression américaine, états-unienne, d'une façon ou d'une autre, qui avaient vu sans rien pouvoir faire tous les coups d'État au Chili, mais aussi comment les interventions, à la Grenade, etc. À l'époque, il y avait eu des tas de choses. L'Irak, bien sûr, la Palestine sans arrêt, ces centaines de morts en Palestine, il y avait eu la première intifada, etc. Bon, bah, tous ces gens-là, pour tous ces gens-là. Et puis là, n'oubliez pas une chose, c'est que le 11 septembre, on est en pleine seconde intifada en Palestine. Hein, on est en pleine seconde intifada et ça ne dérange personne. À l'époque, ce que fait Sharon en Palestine. Hein. Donc ça intervient dans ce domaine. Alors, quelqu'un l'a dit, il a raison, c'était aussi la crainte, un troisième sentiment, c'était la crainte qu'effectivement les représailles. C'est qu'on savait très bien que les États-Unis sont un chien fou, c'est vraiment un chien fou, qui lorsqu'il est terrorisé, se met à aboyer, à mordre dans tous les côtés, dans toutes les directions, et sans forcément viser celui qui est responsable de ce qui lui arrive. Et donc, on savait très bien que les États-Unis allaient évidemment se venger d'une façon ou d'une autre, parce que la vengeance, c'est quelque chose qu'il a. D'ailleurs, ils sont assez spéciaux parce qu'ils pratiquent la vengeance sans même avoir été attaqués. Mais donc, voilà. Et on savait, et on se demandait sur qui ça allait tomber. D'ailleurs, Yasser Arafat, le martyr Yasser Arafat en sait quelque chose, puisqu'aussitôt Yasser Arafat a proposé de donner son sang. Ah Ouais, de façon symbolique, il a dit voilà, moi je suis prêt à donner mon sang. Ouria Boutadja le raconte dans son livre, dans le premier de ses livres. Effectivement, les Palestiniens savaient très bien que c'est eux qui allaient en baver pour commencer. Bah oui. Alors aussitôt, et d'ailleurs, c'est pas hasard si Israël a commencé à faire courir un faux bruit dès le départ en disant que l'attentat avait été fait par le FPLP palestinien. Et je peux vous assurer une chose, c'est que ça a duré longtemps. Et à cette époque-là, on a commencé à lister le FPLP palestinien sur la liste des organisations terroristes. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est absolument hallucinant, parce que évidemment, le FP palestinien, faire ça, nous savons très bien que c'était absolument faux. Mais aussitôt, ça a fleuri partout. Les gens commencent à dire oui, c'est le FP palestinien, c'est le FP palestinien. C'est le FPLP. Hein. Le FPLP, c'est le Front Populaire. Ce sont des marxistes qui, évidemment, n'ont absolument rien à voir avec cela, et avec ce genre d'action et ce genre d'idéologie, évidemment. Ouais. Voilà. Alors, juste, mon frère a vu le deuxième avion, parce que mon frère a vu le deuxième avion qui s'est enfoncé dans la tour. Il a survolé New York. Il n'est pas venu par la mer. Moi, je dormais quand je devais rentrer en France le soir et que la veille, on avait célébré, je sais pas quoi. Il m'avait réveillé en mode choqué. Je suis resté bloqué aux USA pendant 3 semaines et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Du coup, impossible de joindre les darons en France qui étaient en panique. Et ils ont dû être angoissés. Angoissés. Mais si, il y avait des portables à l'époque. Hein. ah bah lui, peut-être que lui c'était moins. Attends, il y Ouais. avait des portables, mais c'était moins accessible. Hein. Tout Oui. le monde n'avait pas de portable en 2001. Oui, mais nous, on en avait en Palestine. Ouais. 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 Mais au final, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, ils auraient quand même eu la même approche géopolitique. au Les Moyen-Orient, États-Unis non? Oui, bah oui. Bon, évidemment, Oui. évidemment Mais moi, ce qui il l'avait m'étonne, déjà avant. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le manque d'analyse géopolitique de tout ça. Et notamment, on va parler, parce que pour moi, est-ce que je me demande si ça n'a pas été pour la fin de l'anti-impérialisme de gauche, quoi, définitivement.
effectivement, l'anti-impérialisme de gauche s'est arrêté et s'est rangé derrière les USA. Et notamment, moi, ce qui me fascine, c'est que la réponse au septembre, ça a été il faut bombarder, même dans la gauche, il faut aller bombarder l'Irak, bombarder l'Afghanistan et tout. Alors que des gens, moi ce qui m'étonne, c'est que Ben Laden, il a écrit sur le sujet et tout. Et quand on lit les écrits de Ben Laden, il explique pourquoi il a fait ça. Alors, je tiens à préciser qu'à aucun moment je dis que c'est bien ce qu'il a fait et que je justifie ce qu'il a fait. Mais tous ses propos, et d'ailleurs il a dit demandez-vous pourquoi on a visé les USA. Alors, demandez-vous pourquoi on a visé les États-Unis et pas la Suède. Et donc, il mettait en avant la manière dont les USA, notamment lui, parce qu'il était saoudien, le soutien des États-Unis sur le régime saoud qui a mené sa dictature, mais aussi toutes les guerres menées dans le Moyen-Orient. Et donc, on voit que ces attentats, c'est une réactance par rapport au bombardement au Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'on fait? On va bombarder encore plus. Genre, on alimente encore plus le truc. Oui, on a Alain Minc qui dit nous sommes tous des Américains dans le monde. Hein, nous sommes tous des Américains. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose, c'est que à la fête de l'UMA, le Parti communiste reprendra ça plus ou moins. Hein. Ouais. Ouais. Alors tout le monde se veut, tout le monde devient américain. Tout le monde est américain. Évidemment, personne n'était irakien, personne n'était palestinien, personne n'était afghan, j'en sais trop rien, ou viet. Mais on était tous américains tout d'un coup, et on était sommés d'être américains surtout. Et je me rappellerai, alors j'en parle souvent, mais il y a une émission qui d'ailleurs manque, et je crois pas trop, là la ressusciter avec Blast sur YouTube, c'est les Guignols, c'est pas les mêmes. Et je me rappelle qu'en 2001, c'est vrai, il y avait eu la minute de silence pour les États-Unis. Donc tu avais eu un sketch des Guignols et ils avaient fait cette minute de silence pour les États-Unis. Et après, tu as quelqu'un qui intervenait, je sais plus qui c'était, et qui disait bon, maintenant on va calculer combien de minutes de silence on va faire pour l'Irak. Ah oui, oui. Selon le nombre de morts qu'il y a eu. Et donc, mais à l'époque, tu avais un peu des voix comme ça, mais c'était extrêmement rare, quoi. Ouais, tout à fait. Non, personne n'osait. Et alors, ça a commencé, la répression a été absolument terrible par rapport à tous les gens qui pouvaient avoir une voix dissonante et qui disaient bon bah voilà, ça va être l'occasion de mettre à plat nos émotions, hein, de voir si effectivement nos émotions ne seraient pas dirigées en général et si encore l'éternel deux poids deux mesures en l'occurrence ne jouerait pas également, hein. Pourquoi serait-on plus solidaire, plus attristé par ce qui se passe à New York que par ce qui se passe, même simplement par la famine dans d'autres pays, par la famine en Éthiopie ou ailleurs, je veux dire, même pas forcément d'hier. Alors voilà, ça interpelle tout cela. Et il est évident que là, on a affaire à l'occidentalocentrisme qui a joué à plein. Et nous, en tout cas, nous en étions convaincus. Alors nous, en plus, on était merci, comme Fox. Nous étions encore dans notre affaire palestinienne. On a eu de la chance parce que si ça avait été avant, je pense que ce serait beaucoup plus mal passé. Alors, toujours est-il que l'anti-impérialisme devient tout à fait inaudible à l'époque. Et puis surtout la tentative, vous savez, pour les gens, les choses sont, pour le français moyen qui comprend pas trop la politique étrangère, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un même sac, hein. On met tout dans le même sac, les Irakiens, les Palestiniens, les Ben Laden, et que vous voulez, les Afghans, pour eux, c'est la même chose. Hein. Oui. Et donc, pour eux, le mal venait de l'Est, hein, venait de l'Orient. Le mal venait de l'Orient, de toute façon. Hein. Alors, aller parler des Palestiniens à ce moment-là, c'était même plus la peine. Ah oui. C'était même plus la peine. Heureusement, les choses vont peu à peu reprendre quand même. Mais auparavant, il y a cette terrible agression contre l'Afghanistan. Parce que c'est là que l'agression contre l'Afghanistan va commencer. Et je rappelle qu'elle s'est terminée uniquement il y a 2 ans, là. Hein. Quand les États-Unis... oui. Bah oui, on était dans la même séquence. Mais oui, presque 20 ans. Ça a été la guerre la plus longue. Ah. Ça a été la guerre des États-Unis la plus longue. Et donc, quand Bush père dit qu'il va aller bombarder l'Afghanistan, il n'y a pas beaucoup de voix dissonantes. Bush fils, pardon, dit qu'il va aller. Vont aller bombarder l'Afghanistan. Il n'y a pas beaucoup de voix dissonantes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ah mais là, enfin, vous faites n'importe quoi. Je veux dire, les Afghans en rien sont responsables en rien. Et c'est là où tu as eu vraiment le retournement final de tous les 68 arts traites. Alors, je tiens à préciser que tous les 68 heures n'ont pas été des traites, mais des grandes figures 68 qui ont... Goupil. Ah, Romain Goupil. Romain Goupil qui était à fond, faut bombarder l'Afghanistan. Bien sûr. Et qui était un grand militant des années 68. Bien sûr. Romain Goupil qui était à l'LCR. Hein.
qui était la LCR, etc. Et, mais enfin, les autres, c'est pareil. Alors, tous les anciens, les prétendus nouveaux philosophes, là, toute Oui, la bah bande, oui. évidemment, mais tous étaient derrière l'Amérique. Comme on dit, alors, je vais expliquer, j'emploie le terme américain, Amérique quand il le faut, parce que c'est dans le contexte, sinon on dit États-Unis, on est bien d'accord, hein. Mais étaient derrière l'Amérique pour reprendre les termes. Et oui, alors c'était absolument hallucinant. Alors, on était aussi, par contre, il y avait ce mouvement altermondialiste qui était très, très important à l'époque. Ouais. Il y avait un mouvement, Ouais, c'était la période. c'est la grande période du mouvement altermondialiste. Et heureusement, parce que le mouvement altermondialiste, quand même, s'est opposé à cela. Ça a été quand même une sorte de lieu où il y a eu un peu de raison, quand même. Faut dire les choses. Et, José Bové. oui, bien sûr, donc avec José Bové, bien sûr. Et avec qui on était justement en Palestine juste avant. Et en tout cas, tout le mouvement altermondialiste a dénoncé cela. Mais on a eu des intellectuels qui, on ne va pas citer de nom, hein, mais des intellectuels, y compris d'origine maghrébine, qui à l'époque ont dit que, en gros, oui, c'est terrible ce qui se passe en Afghanistan, mais encore une fois, ce sont les dommages collatéraux de la démocratie. Hein, toujours Ah, cette même d'accord. Ah, expression. l'intervention états-unienne. Ouais, D'accord. ouais. Ouais. C'était ça. Donc, du coup, ah oui, oui. De quoi? C'est le grand rassemblement au Larzac qui aura lieu par la suite, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors bon, donc voilà. Donc on est au début de ces années 2000, on est dans ce véritable traumatisme. C'est un tournant. C'est effectivement un tournant politique parce qu'il y a, du coup, ça permet aux États-Unis d'opérer un alignement sur leur politique, même de la part de gens. Plus personne n'ose critiquer les États-Unis. Ouais. Plus personne n'ose critiquer les États-Unis, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Israël se coule dans ce sillon, si je puis dire, et emboîte le pas. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors, les choses vont progresser, puisque cibler cibler l'Afghanistan n'était pas suffisant. Et c'est là que Bush va trouver l'occasion de cibler l'Irak. Ouais. De dire finalement, je vais terminer le travail. Oui, parce qu'on voyait pas trop le rapport avec l'Irak. Bah oui. Alors on a inventé que Saddam Hussein était d'accord avec Ben Laden. Et qu'en fait, Ben Laden, et qu'en fait, il y aurait un soutien de Saddam Hussein à Ben Laden. Et moi aussi, à l'époque, parce qu'on savait que Ben Laden c'était un Saoudien, et je comprenais pas, je me disais, mais alors pourquoi ils bombardent pas l'Arabie Saoudite? Mais en fait, voilà. Genre, il était en conflit avec l'Arabie Saoudite, Ben Laden, et l'Arabie Saoudite et les États-Unis étaient très très proches. Je savais pas ça à l'époque. Je me disais, mais pourquoi ils vont en Afghanistan? Pourquoi ils vont pas. Ils étaient cachés en Afghanistan. Alors voilà, c'est parce que Ben Laden ensuite s'est réfugié en Je Afghanistan. me rappelle les sketchs. Tu te rappelles, il y avait plein de sketchs comme ça sur les. Le Mollah Omar. Avec Mollah Omar Le aussi. Mollah Omar en Ah ouais, scooter. en scooter, voilà. On aurait vu le Qui Mollah se Omar. menace. Ah ouais, ça date. Ah oui. On aurait vu le Mollah Omar, le Mollah Omar avec Ben Laden derrière Ouais. sur le banc. Mais ça, c'est un vrai truc? Non, c'est faux. Ah d'accord. Bien sûr, c'est Non, mais faux. il y avait des vraies rumeurs comme ça? Ah oui, bien sûr. Ah voilà, je veux dire, il y avait des Ah, vraies bah, rumeurs. il y avait toutes sortes de rumeurs absolument hallucinantes là-dessus. Le Mollah Omar en scooter, c'était vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'il y ouais. avait le personnage de Saddam Hussein aussi dans les Ouais. rumeurs. Il y avait quelque chose qui a disparu qui s'appelle Les Guignols, qui était une émission remarquable, hein, on peut dire, qui était drôle, et qui a été supprimée, évidemment. C'est la démocratie française, hein, d'accord. Hein, c'est bravo le libéralisme, hein, ceux qui applaudissent au libéralisme. Bah voilà, le résultat, il est là. Une des rares émissions qui était un petit peu intelligente. Enfin voilà. Et donc, ça, tu dis, ils en ont profité pour attaquer l'Irak. Alors voilà, et c'est là que les préparatifs contre la guerre en Irak vont se faire. Et pendant toutes ces préparatifs, parce qu'on voyait bien que la tension montait, il va commencer à y avoir beaucoup de manifestations en France. Beaucoup de manifestations à Paris. Ça va être aussi un réveil militant. C'est un réveil militant, un réveil, je l'avais dit, qui progressait depuis la fin des années 90. 97-98, il y avait une reprise. Et là, ça se prolonge. On a vraiment une nouvelle génération de jeunes qui arrivent dans les manifestations, beaucoup de jeunes des quartiers populaires, etc., qui se sentent concernés. Et donc, on a affaire à de grandes manifestations contre la guerre. Alors, d'autant plus que la France, pour le coup, était du bon côté, si je puis dire, parce qu'on a De Villepin Oui, qui s'oppose, voilà, donc la France qui a quand même une position positive à cette époque. Et c'est là où il a plu à beaucoup d'Arabes. Hein. Chirac. bah oui, il y avait déjà eu la Palestine. l'esclandre Et après de ça, Jérusalem, tu sais, on avait ouais, discuté. on en avait Hein. parlé, et ça, c'est pour ça qu'il a quand même une bonne image, Chirac, chez les Arabes, parce qu'il n'a pas voulu aller Ouais. en Irak. Après,
C'est plus complexe. Il y a quand même eu quelques interventions, pas directes de l'armée, mais oui, après, il n'y a pas eu l'armée directement qui allait en Irak, quoi. L'armée française? Ouais. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, l'armée française n'est pas intervenue en Irak. Et you want me to go back to my plane. Alors, faut le dire avec l'accent de Chirac aussi, c'est encore plus drôle. Bon, alors, panarabiste, j'en sais rien, non. Non, c'est effectivement panarabiste, non, on peut pas dire cela. Simplement, Alors, oui. il y a Ilyes qui dit qu'ils sont pas allés par intérêt économique vis-à-vis de l'UE, pas par anti-américanisme. Alors moi, je suis d'accord qu'il y a aussi des intérêts économiques. Par contre, je pense que notamment chez De Villepin et notamment chez De Gaulle, il y avait quand même un héritage gaulliste d'indépendance de la France et de pas marcher totalement au pas des Américains. Alors, oui, parce que Surtout chez De Villepin. mais oui, mais et en plus, alors, cher ami, qui est-ce? J'arrive pas à dire. Ilyes. C'est Eliès. Oui, ce que tu dis est, on va se tutoyer, hein. Ce que tu dis est intéressant, mais en même temps, on peut le retourner très facilement. Parce que tu nous dis, ils ne sont pas allés par intérêt économique vis-à-vis de l'UE. Ça voudrait dire que c'est le déterminant économique, hein, que le déterminant économique, aurait été prépondérant, hein, aurait conditionné là. Mais je peux te citer des tas d'exemples, et la guerre en Ukraine actuellement, où la France n'a aucun intérêt et l'UE n'ont aucun intérêt à intervenir dans cette guerre, on le sait très bien, et ils le font, et ils le font. Et alors c'est pour ça que l'argument économique est faux, et ils le font pourquoi? Parce qu'il y a l'injonction des États-Unis. Je ne dis pas que la France serait d'accord et l'UE serait d'accord pour l'intervention russe comme en Ukraine, mais peut-être qu'ils auraient trouvé d'autres schémas, et peut-être aussi que d'ailleurs le fait de l'OTAN, parce qu'on sait très bien que l'OTAN n'apporte rien du tout à l'UE et à la France en termes de défense collective, qu'il existe un organisme de défense collective européen qui n'a rien à voir avec l'OTAN. Hein, d'accord? Et le Conseil de défense européen, etc., et qui n'a rien à voir avec l'OTAN. Alors, si vraiment on parlait de défense, alors évidemment, on n'en est pas là, nous, peu nous chaud, comme on dit, mais ils auraient pu au moins réactiver cette structure. Mais non, et là, ils se sont alignés complètement. C'est pour ça que l'argument économique, non, dire à chaque fois qu'il y a une décision politique, faut chercher l'économie. Alors oui, nous sommes marxistes, on est bien d'accord, mais Marx dit en dernier lieu. En dernier lieu, hein. Donc ça c'est important, c'est comment le dernier lieu, parce qu'il peut y avoir d'autres lieux justement auparavant, enfin d'autres déterminants. Alors donc en tout cas la France c'était quand même bien, je veux dire, c'est évidemment à l'époque, alors on peut en penser ce qu'on veut, c'est un impérialisme, on est bien d'accord, tout cela. Mais en tout cas, ça a facilité les choses au niveau militantisme. Ouais. C'est que le gouvernement n'a pas cherché à limiter, à réprimer, effectivement. Et donc là, on a à l'époque de grandes manifestations contre les guerres en Irak. Oui, mais depuis, ils sont revenus dans le commandement de l'OTAN. Oui, mais ça, c'est Sarkozy, ça. C'est Sarkozy. Alors, attention, la France n'avait jamais... Sarkozy, il aurait été là, je pense qu'il aurait intervenu. Il serait intervenu. Il y a de grandes chances. Mais autre chose, c'est que la France n'a jamais quitté l'OTAN. Elle avait quitté le commandement unifié de l'OTAN. Hein. C'est important de le dire. Hein. Même De Gaulle n'avait pas quitté l'OTAN. Ouais. Il a quitté le commandement unifié de l'OTAN. Et Sarkozy a réintégré le commandement unifié. Alors en même temps, l'argument de Sarkozy est complètement débile. Sarkozy disant qu'en étant en étant à l'intérieur, on pourra peser davantage, la France pourra peser davantage. On a vu le résultat avec la guerre en Ukraine. Elle pèse de rien du tout. Elle suit les États-Unis et point. Et c'est ça. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous entraîner. Alors, et donc, l'intervention en Irak. Ah mais je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a plusieurs impérialismes. Enfin, il y a l'impérialisme occidental. Hein. Mais en même temps, attention, on va peut-être que si je peux me permettre de préciser cela. En fait, tous les pays font partie de l'impérialisme. On va dire les choses. Hein. C'est ça. On l'avait déjà dit, hein, on avait pris l'exemple du train. Voilà, c'est tout. Tous les pays sont... Mais maintenant, évidemment... Voilà, exactement. La locomotive, c'est l'impérialisme occidental. Voilà, et c'est pour ça que c'est celui qu'il faut viser. Alors, de comprendre les décisions politiques à l'aune des intérêts et des complexes militaires industriels. Oui, les marxistes disent, en dernier lieu, c'est l'intérêt économique qui prime. Et d'ailleurs, pas au niveau uniquement des structures et des entités étatiques, mais également même, je devrais dire, au niveau même de l'individu. Ouais. Mais je dis bien au dernier lieu, c'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose, parfois, qui n'a rien à voir avec votre intérêt économique. Et heureusement, parce que nous ne serions pas militants, sinon, parce que notre intérêt économique dans le militantisme, il est vraiment faiblard. Mais ce que je veux dire, c'est que en dernier lieu, on peut en discuter, mais en dernier lieu, ça veut dire quoi? J'arrive pas à voir qui a fait. C'est que notre intérêt... Merci beaucoup, anti-américanisme primaire, qui a fait un don de 33 € et 33 centimes. Merci beaucoup à toi. Merci. C'est que notre intérêt économique, il est collectif.
Alors effectivement, parce que notre intérêt économique, il est collectif, et il est celui des masses populaires. Je le dis bien, nous avons un intérêt économique, mais c'est celui des masses populaires. Parce que si jamais nous voulions tirer profit de notre militantisme, on aurait quand même du mal. Je dis bien tirer profit. Et ça n'a rien à voir avec les excellents dons de ces excellentes personnes qui alimentent notre brillante émission, et que nous remercions évidemment. Voilà, ça nous permet simplement de diffuser une voix un peu libre. Alors voilà, on en est donc dans cette période-là, et c'est comme ça que nous sommes. Est-ce que tu as senti que avant d'arriver à 2003, est-ce que tu as senti qu'après les attentats, tu as senti des changements dans la manière dont les gens pensaient, évoluaient? Est-ce que tu as senti... j'ai l'impression, moi, parfois en France, ça allait encore. Ça a mis un peu de temps avant vraiment de... Ah oui. Ouais. Oui. Non, tout à fait. Non, on était dans une sorte de petit... Alors, je ne vais pas dire euphorie, mais jusque la guerre en Irak, jusqu'à 2003, hein, on est encore, je veux dire, le septennat de Chirac, on va dire, on est encore dans une certaine euphorie, enfin, on est encore dans une certaine euphorie, je veux dire, en ce sens que il y a encore quand même une gauche altermondialiste qui est là, qui prend quand même ses responsabilités. Il y a au plan militant quand même toute une effervescence. Il y a une extrême gauche qui est là encore. Il y a les choses tiennent encore. Les choses tiennent encore. Hein. Et c'est ensuite que ça va changer. On est passé de l'image du terroriste militant indépendantiste au terroriste radicalisé et fou. Ouais, c'est vrai que là, c'était définitif que le terroriste soit qu'un musulman. Mais alors, du coup, la loi contre le port du voile de 2004, c'est en réaction au contexte sociopolitique très hostile aux indigènes à l'international, où c'était déjà dans les cartons. Alors, il y a des gens... Alors, bien sûr que ça a joué 2001 et tout, sauf que le truc sur le voile, ça datait d'avant 2001. Il me semble que dans les années 90, c'est pas 89 où ça a commencé... L'affaire de Creil. Ouais, voilà. L'affaire de Creil en 89. En fait, il y a aussi le problème de trop relier le truc du voile aux États-Unis et au terrorisme, alors que ça fait longtemps que la France a cette problématique-là. Alors, en même temps... 89, ouais. En même temps, c'est... Oui, d'autant plus que l'affaire du voile va éclater avec des militants d'extrême gauche. Ouais. Ce sont des militants d'extrême gauche qui vont mettre l'affaire sur le devant. Ouais. Mais... c'est évident qu'il y a un contexte qui s'y prête davantage. Oui, bien sûr. Il y a une interaction. Ça a accentué. Il y a une interaction. Sauf que ce n'est pas ça qui a commencé le débat sur le voile. Non. La France... Oui, d'autant plus que je vous dis que l'affaire du voile, elle n'a pas éclaté avec des gens de droite. Hein. Ce ne sont pas des gens de droite. Alors, ça, les gens ont du mal à le comprendre. Hein. Ouais. C'est que, et là, on est vraiment aussi devant un grand retournement, on va dire, épistémologique, dirait notre ami Lamon, que nous saluons s'il nous écoute, quelque part. Mais vraiment, il y a une rupture épistémologique dans la compréhension du politique. C'est que jusqu'à 2003, nous allons y arriver. Donc 2003, il y a la guerre en Irak. La guerre est déclenchée. C'est épouvantable, comme d'habitude. Ça va être épouvantable. Et jusque-là, ça va encore. La gauche se tient, elle proteste. En même temps, c'est formidable. Le gouvernement aussi est contre cette guerre. Et on a quand même ces faucons, on les appelle les faucons français. Et donc ces faucons français, c'est étonnant, mais ils sont surtout de gauche, enfin d'extrême gauche. Ouais. Hein, donc on a dit qu'ils étaient, hein, les Goupil, etc., les Romain Goupil et autres. Et c'est vrai que pour eux, quand même, je pense que l'affaire du 11 septembre joue. Bah oui. C'est-à-dire que le logiciel islamophobe qui va commencer à se constituer, je ne dis pas que la France auparavant il n'y avait pas dans l'impérialisme une islamophobie structurelle, etc. Bien évidemment. On pourrait même remonter, mais même remonter à la guerre d'Algérie où il y avait tout un discours, les femmes, enlevez votre voile, rejoignez la France. Ça fait longtemps qu'il y a une focalisation sur le voile en France. Oui. Alors sur l'affaire du voile, absolument. Ouais. Sur l'affaire du voile, absolument. Mais il y a eu une accélération après 2001. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, l'impérialisme est toujours une bête complexe, hein, parce que pendant la guerre d'Algérie, en même temps, parfois, l'impérialisme avait tendance à caresser dans le sens du poil des féodaux et même à se prétendre philo-musulman, etc. Hein. Rappelez-vous de Le Pen, islamophile. Oui, je ne voulais pas utiliser, parce que ce n'est pas vraiment islamophile, c'est philo-musulman au sens propre du terme. C'est-à-dire que, rappelez-vous ce discours de Le Pen à l'Assemblée, qui est connu, hein, où Le Pen fait l'apologie des musulmans. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je connais pas. Je sais qu'il avait été contre la guerre en Irak. Oui, alors ça c'est autre chose. Moi je parle de la guerre d'Algérie. Oui, à l'époque. Oui. Pendant la guerre d'Algérie. J'ai eu un détail où je me rappelle qu'il avait des propos en mode c'était scandaleux. L'extrême droite est contre la guerre en Irak. Ouais. Mais donc, donc. Alors
voilà, juste pour vous dire que l'impérialisme peut être extrêmement pernicieux parfois, et que pour justifier la présence française en Algérie, eh bien, on avait tendance parfois à dire « Ah non, mais l'islam est parfaitement compatible avec la République », parce qu'il y avait des gens qui disaient que c'est incompatible. Alors aujourd'hui, à l'époque, ceux qui voulaient garder l'Algérie absolument à la France, Ah oui, ils disaient, d'accord. et Le Pen fait une intervention dans laquelle il dit « Les nationalistes algériens sont des racistes en fait, parce qu'ils prétendent que les musulmans et les Français ne peuvent pas cohabiter. » Vous avez compris le truc ? Comment on peut retourner facilement des arguments dans un sens ou dans l'autre, hein. Mais bon, alors ensuite il va complètement changer et il va dire que l'islam est incompatible avec la France, comme avec l'esprit français. En ce qui concerne l'époque, bien sûr l'extrême droite est contre la guerre en Irak, et mais par anti-américanisme, pas par anti-impérialisme. Et aussi pour rester. Non, mais l'argument de Le Pen, c'était aussi pour rester cohérent sur ses logiques à lui. C'est les Arabes sont chez les Arabes, ils font ce qu'ils veulent en Arabie. Nous, on est en France, on fait ce qu'on veut en France. En fait, vu que lui dit la France doit être français, on fait ce qu'on veut en France. Personne n'a vous dit quoi faire. Il était obligé de dire bah, les Arabes ils sont en Arabie. Vous n'avez pas à leur dire quoi ils font. Tout en étant aussi colon, tout en étant impérialiste. Mais ça, de toute façon, c'est le paradoxe, c'est que Le Pen a énormément de relations avec les États-Unis, en vérité. Ouais. Hein, il avait rencontré Reagan. Bien sûr. Il était ultra-libéral. Bien sûr. Et en même temps, à un moment... Alors, je crois que c'est parce que, en fait, il a une base... Il a une base qui, effectivement, à l'époque, se dit plus ou moins anti-américaine. Alors, je dis bien anti-américaine, vaguement gaullistoïde. Ouais. Vaguement gaullistoïde, hein, mais encore une fois, disons-le, l'anti-américanisme, c'est pas l'anti-impérialisme. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Oui, mais ça, c'est le truc qu'on reproche aux Rouges-Bruns, qui sont les premiers à dénoncer les américanoïdes, comme ils disent. Américanoïdes, je crois, les gens genre qui seraient pro-US, l'impérialisme US et tout. Alors que eux, ils disent rien sur la France. On leur dit, vous n'êtes pas cohérents. Mais c'est vraiment genre le seul impérialiste, c'est les États-Unis. Voilà, exactement. Bah, exemple sera. Oui. On va pour l'affaire du voile. Est-ce que c'est vrai qu'on avait zappé de parler de ça, mais de l'affaire de Creil en 89. Il y a des gens qui demandent ce qui s'était passé. Alors l'affaire de Creil, avait été réglée localement. C'était simplement une jeune fille qui était venue avec un voile. Ça avait créé un problème avec le principal. Elle était venue à l'école. Elle était venue à l'école. C'est la fille de Lévy ou pas? Non, pas du tout. C'est bien après ça. D'accord. C'est justement 2004. Donc là, c'est juste une fille qui voulait aller. Donc il y avait une affaire, mais qui était restée stricto sensu au plan local, qui avait été réglée au plan local par le proviseur, par le règlement intérieur, etc., et qui n'avait pas fait plus de vagues que cela, justement. Hein. Et les gens disaient, en plus, il ne peut pas être raciste parce que c'était un noir, le proviseur. Donc voilà. Bon, en même temps, c'est un argument qui ne veut rien dire. On peut avoir un arabe ou un noir qui est parfaitement raciste. Mais en tout cas, l'affaire en était restée là. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une grosse affaire. Ça avait un petit peu moussé, mais pas trop. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir quand il n'y a pas de relais idéologique, eh bien une affaire peut parfaitement rester à un niveau. Mais qu'est-ce qui va changer là dans les années 2000 ? Eh bien c'est sûr que l'affaire du 11 septembre a créé un climat. Ouais. Mais lorsque l'affaire du voile va éclater, donc en 2004, donc il y a la guerre contre l'Irak, etc. La guerre, mais on a affaire à un contexte, on va dire franco-français vraiment. Bah oui, c'est ça que je voulais dire. Qui peut être qui peut avoir des incidences, mais je le répète. Et là, on va en dire un mot. Alors, comment ça éclate l'affaire du voile ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est juste ce qu'il dit. Même j'ai bientôt 2005. Le pire, bientôt, on y arrive. Et d'ailleurs, ça commence là. Les gens, là, c'est l'archéologie du pire, là. Mais oui, parce que c'est comme ça que tout a commencé. En fait, Boutelja, tu as tout à fait raison, on est dans l'archéologie du pire. On va être ensuite bientôt dans la préhistoire du pire, pour être enfin dans l'antiquité du pire. Mais bon, alors toujours est-il que à ce moment-là, en ce qui concerne ma pomme, moi, je m'occupe surtout de la Palestine, évidemment, de la guerre contre l'Irak. On fait beaucoup de manifs. On a réussi à relancer le collectif national Palestine à l'époque. Et donc, du coup, voilà, il y a de grandes manifs, donc ça baigne, on va dire. On a beaucoup de... Alors, au niveau du militantisme, c'est pas aussi simple, parce qu'à l'époque, la Ligue de défense juive est extrêmement active. Ouais. Ça donne lieu à beaucoup de batailles dans Paris, des agressions, etc. Mais l'un dans l'autre... il y a des choses très positives en ce sens qu'il y a une reprise du militantisme. Hein. À l'époque... il y a énormément de monde aux manifs. Et du fait de l'intermondialisme, il me semble qu'à l'époque, la gauche était bien plus pro-palestinienne et
Ah, complètement. Et beaucoup avec des kéfiers et tout. Je me rappelle, Ah c'était un oui. peu la mode des kéfiers où Ah, la bien gauche, sûr, bien sûr. surtout la LCR, le militant de la LCR devait avoir le kéfier. Ah oui, oui. Non, non, à l'époque, c'est formidable. Au niveau de la cause palestinienne, elle est extrêmement soutenue. Alors, on est en pleine deuxième intifada. Arafat va être enfermé dans la Mukatha. Donc, on va envoyer les missions civiles, etc. Il y a tout un grenouillage. Et en tout cas, on est encore dans ce qu'on pourrait appeler une période faste au niveau militant. Et tout va s'effondrer avec, effectivement, cette affaire du voile. Donc, personnellement, moi, je suis au collectif national Palestine, où là, on retrouve à peu près toutes les grandes formations politiques du pays qui sont représentées. Ça se passe à l'époque au MRAP, parce qu'à l'époque, le MRAP est quand même, il faut le dire, spécial dédicace et hommage à celui qui dirige le MRAP. C'est-à-dire quoi, tout un grenouillage? Toute une agitation. D'accord. Les grenouilles, ça s'agite, donc D'accord. voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, une agitation saine, une bonne agitation, on va dire. Et on est assez content parce que, certes, il y a une opposition, il y a une adversité, les sionistes sont vraiment complètement au taquet, mais voilà, on fait de la politique, on est content. Et là, tout va changer, je le dis bien, c'est vraiment une révolution copernicienne avec cette vague islamophobe. Ça commence, on va pas faire de ça, tous les détails, vous pouvez les retrouver. Oui. Il y a beaucoup de gens à gauche. Alors déjà, il y a le commentaire de Tsar qui est complètement con. Et il y a beaucoup de gens à gauche qui disent que cette polémique sur le voile était une manipulation de Chirac pour détourner l'attention sur la réforme des retraites de 2004. Et c'est là on n'est pas d'accord, c'est qu'on dit que c'était la gauche elle-même qui a commencé ça. Mais bien sûr, une manipulation de Chirac. Alors entendons-nous bien. Factuellement, on va dire les choses factuellement. La question du voile éclate parce qu'au lycée d'Aubervilliers, deux jeunes filles. C'était Aubervilliers ? Oui. Ah d'accord. Deux jeunes filles. C'est les filles de Laurent Lévy. De notre ami Laurent Lévy. Qui est juif en plus, lui. Oui. Ah. Alors, et qui était avec une. Oui, il était marié à une maghrébine. D'accord. Mais sa femme n'était pas du tout spécialement musulmane, hein, ou alors elle l'était d'apparence, comme dirait Sarkozy. Hein. Par contre, mais si elle était salaf, elle n'aurait pas pu se marier avec. J'enlève le mot salaf parce qu'il est mal utilisé. Mais si elle était vraiment fondamentaliste et radicale dans l'islam et tout, elle n'aurait pas pu se marier avec un juif. Bien évidemment, bien évidemment. Non, pas du tout. Sa femme avait les mêmes idées que lui d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais il se trouve que la grand-mère, la mère de... Enfin, je ne vais pas faire de... Laurent pourrait le faire très bien. Mais ces jeunes filles, je crois qu'elles se sont un petit peu retournées à l'islam par leur grand-mère. Mais en même temps, leur grand-mère était pratiquant d'islam tout à fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Hein. Sauf qu'à l'époque, il y a effectivement beaucoup de jeunes qui veulent réaffirmer leur islam. Il y a une question identitaire qui se pose. Mais qui doit être aussi lié un petit peu, déjà avec le contexte islamophobe qui est en France et qui a dû s'accentuer en 2001 avec les attentats. Et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les gens, c'est plus vous allez être islamophobe, plus il va y avoir un retour identitaire sur l'islam avec des symboles qui avant n'avaient pas une telle importance. Tu as tout à fait raison. C'est qu'il y a quand même une islamophobie qui monte dans le monde. Il y a quand même des réseaux, il y a quand même tout cela. On commence à mettre en question l'islam, etc. Et alors, ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles font ? Simplement, elles portent donc le hijab. Ouais. Elles portent le hijab, elles sont lycéennes, lycéennes, excellentes élèves d'ailleurs les deux au lycée d'Aubervilliers. Et puis, donc c'est la gauche qui va commencer. Ça va commencer par des profs de leur lycée qui décident qui lancent une menace en disant nous arrêtons les cours si jamais ces deux jeunes filles ne retirent pas leur voile. Ah ouais, ils avaient dit ça. Voilà. Alors, si jamais ces deux jeunes filles ne retirent pas leur voile. Alors, pour comprendre cela aussi, je pense que ça joue. Auparavant avait eu lieu une très longue grève, on l'avait dit peut-être, hein, une très longue grève d'instituteurs qui avait échoué. Qui avait vraiment, vraiment échoué. Beaucoup y ont vu aussi du dépit. Alors évidemment, là, ça se passait au lycée, mais beaucoup ont vu parce que le corps enseignant, il faut le dire, majoritairement a réagi de façon problématique. De façon problématique, mis à part quelques enseignants courageux qui vont s'opposer à cette injonction. Voilà, il faut retirer absolument le voile, etc. Tout cela. Beaucoup d'enseignants, malheureusement, vont avoir une attitude, je le dis, réactionnaire. Ouais. Et qui s'oppose à la laïcité. Pourquoi ? Parce que
que effectivement on puisse considérer que ces jeunes filles ne devraient pas porter le voile, etc. C'est un fait. Mais en l'état des choses à l'époque, et si on se référait à la laïcité ne porte que sur les institutions, les structures, et pas les individus. La loi sur la laïcité. Donc, la question de juger de juger la façon dont les gens sont habillés, la seule exigence que pose l'éducation nationale, c'est la décence. Ce qu'on appelle la décence, les règles de décence. Alors, c'est évident, on ne va pas commencer à en discuter, mais les règles de décence, d'accord ? Les règles de décence et puis le respect aussi, le respect de la personne et autres. Or, on ne voit pas en quoi le voile pouvait porter à ces principes de décence et de respect de la personne. Et donc, on y a mis de l'idéologique là-dedans. Ouais. Et donc, ceux les profs d'Aubervilliers, les profs de ces jeunes filles qui ont commencé à dire si jamais ces jeunes filles ne retirent pas leur voile, nous cessons de faire cours, je le dis franchement, étaient totalement en contradiction avec la loi sur la laïcité. Je fais juste un petit aparté, juste pour dire, Laurent Lévy, dont on parle, le père des deux filles, il a écrit, c'est un militant de la gauche, de la gauche antiraciste, et il a écrit ce livre-là à la Fabrique sur la gauche, les Noirs et les Arabes, si ça vous intéresse. Ouais. Donc allez voir. Et donc là, ça va créer une vraie polémique. Un vrai débat. Un tremblement de terre. Est-ce qu'il y avait déjà le projet de loi sur le voile à l'école ? Ben non, justement. D'accord, c'est ça qui a amené le projet de loi. Ben oui, justement, c'est ça. C'est comme ça que avec la commission Stasi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc l'enchaînement, c'est que en gros, le gouvernement dit ça commence à créer un malaise énorme. Beaucoup d'enseignants soutiennent évidemment les enseignants du lycée d'Aubervilliers. Il y a quand même quelques voix discordantes, il faut le dire. Qui s'oppose à cela, dont Pierre Thévagnan, qui est lui-même enseignant. Et aussi quelqu'un qui a beaucoup... parce qu'il y a beaucoup l'argument féministe qui est utilisé pour justifier l'interdiction du voile. Il y a aussi Alors, il y a beaucoup de féministes qui sont tombés sur le truc. Il faut interdire le voile parce que c'est un objet sexiste, blablabla, c'est honteux et tout. Beaucoup sont tombés là-dedans. Même des féministes arabes. On entend beaucoup parler de Fatima Ben Omar. Fatima Ben Omar a été anti-voile pendant très longtemps et assez islamophobe. Mais il y en a qui ont résisté, qui ont milité contre l'interdiction du voile, notamment Christine Delphi. Christine Delphi qui, faut lui rendre hommage, qui était à fond contre l'interdiction du voile. Non seulement on va lui rendre hommage, mais tous ces gens qui dénoncent cela. Et donc, je tiens à le dire aussi, oui, à le rappeler. Je n'ai pas terminé la phrase tout à l'heure, mais Mouloud Aounit, qui, à l'époque, est responsable du MRAP, et spécial dédicace à lui, il est au ciel. Donc, on lui rend hommage, où qu'il soit. C'était vraiment quelqu'un de très courageux. Parce qu'il est au MRAP, et il va... Alors que Mouloud Aounit, je ne trahis rien en disant qu'il était athée. Il est communiste, il est athée, enfin... Mouloud Aounit va consacrer dès lors un temps incroyable. D'ailleurs, j'avais rendu hommage, alors si vous avez envie, allez sur le site du PIR, le site du PIR existe toujours, et dans les archives... tu connais le titre ? Alors c'est Mouloud Aounit, c'était donc un hommage à... je ne sais plus quel titre j'avais mis. Je vais chercher. Ouais, mais c'est remarquable. Alors je vais vous dire une chose, vous allez rigoler, mais en fait... Mouloud Aounit, 2012, est mort, un frère de lutte est parti. C'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord, je vais partager l'article. C'était quelqu'un... alors c'est d'autant plus intéressant, Mouloud Aounit, qu'au départ, dans les années 90, je le dis franchement, on est là pour dire les choses, hein, Mouloud Aounit nous semblait être simplement... Merci beaucoup. Le beurre gentil qui était au Parti communiste, et qui effectivement allait remplir sa fonction, etc., tranquillement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a eu un réveil extraordinaire sur deux sujets qui nous intéressent évidemment, sur la Palestine. Enfin, un réveil. Non, je pense ça serait pas bien de ma part de dire ça. Je pense qu'il a toujours été pro-palestinien. Mais dès l'instant où il va devenir président du MRAP, il va s'attacher à défendre mordicus la cause palestinienne. Le collectif national pour la Palestine se réunira désormais au siège du MRAP, boulevard Magenta à Paris. C'est là-bas qu'on se retrouvera chaque semaine
tout le collectif national Palestine, avec les représentants de toutes les grandes organisations de France, hein, la LDH, le PC, etc., tout le monde. Hein. Et c'est là-bas, et c'est Mouloud Aounit qui effectivement a organisé cela. Et ensuite, Mouloud Aounit, avec l'affaire du voile, va consacrer un temps incroyable, des émissions, des textes, des interventions, des interviews radio, à défendre les jeunes filles et à dénoncer la vague islamophobe. Ouais, et ça, je trouve ça remarquable. Personne, je dis bien personne en France, ne l'a fait autant que lui. Alors c'est tout à fait intéressant de la part de quelqu'un qui effectivement est musulman d'origine, on va dire, mais qui ne se réclamait pas spécialement de l'islam, voilà, et qui est plutôt communiste et autres, et qui est d'Aubervilliers. Et franchement, il fait partie des grandes figures qui nous manquent terriblement. Et oui. Juste te dire de te rapprocher un petit peu de moi, juste un tout petit peu, voilà, comme ça c'est parfait. Et alors, je vous demande vraiment de regarder vraiment de lire l'hommage que je lui avais rendu. J'ai envoyé le lien là. Ouais, parce que ce qui est intéressant dans cet hommage, c'est que je me suis servi des fachos. Des fois, ça sert les fachos. Parce que comme les fachos, évidemment, l'attaquaient sans arrêt, c'était devenu la bête noire, mais absolument incroyable. Alors qu'il aurait pu être l'exemple pour les fachos. Bien sûr, de la méritocratie, le type qui a réussi, qui a la tête. Boit du vin, l'arabe qui boit du vin. Voilà, exactement. Alors le Mrab d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, puisqu'une fois qu'il est mort, il y avait même une contestation de Mouloud Aounit au sein du MRAP, et je le dis bien. Ça a été absolument odieux au sein même du MRAP. Et ceux qui étaient contre lui au sein du MRAP ont gagné finalement. D'accord. Ils ont eu sa peau en quelque sorte. Et j'avoue que j'en garde beaucoup d'amertume. Parce que c'était des gens qui effectivement lui reprochaient d'être trop pro-palestinien, lui reprochaient d'être trop islamophile, on va dire, hein, de ne pas être islamophobe, parce que lui il n'était pas spécialement islamophile, il faisait que rétablir les choses. Faut aussi sortir de cette dichotomie. On n'est pas soit islamophobe, soit islamophile. On dit la vérité. Et Mouloud Aounit donc a passé énormément de temps à cela, à tel point que les fachos, lorsque les fachos avaient voulu sortir son pédigré, mais pour détériorer son image évidemment. Et donc ils avaient fait, il y avait eu un long texte qui était paru, je ne sais plus sur quel site facho, mais vraiment facho, pas de la gauche islamophobe. Et dedans, il reprenait tout ce qu'il avait fait contre l'islamophobie. Alors, ils avaient noté absolument tout, la moindre interview de radio. En fait, ils ont fait ses faits d'armes. Mais oui. La classe. Mais oui, mais du coup, moi, j'ai repris cela, mais en positif, évidemment. Et je leur ai dit merci. Et j'ai remercié. Ils ont fait le travail à ta place. Ils ont fait le travail à ma place, parce qu'ils ont fait un travail de recension extraordinaire. Et je vous demande vraiment de regarder cela, parce que vraiment, c'était quelqu'un de bien. C'était un chic type. Là, il y a Hamou, Mouloud Aounit. Il y a des moments où tu vois, les gens tournent sur un sujet. Mais exactement, et c'est extraordinaire, parce que je dis franchement, je n'aurais pas cru cela dans les années 90 de lui. C'était pas quelqu'un de détestable, mais simplement, je trouvais que on aurait pu penser que ça aurait été le... voilà. Alors, j'ai parlé de Christine Delphi, j'ai parlé des féministes qui ont tourné sur l'islamophobie et tout. Sur le sujet, si vous intéresse, je vous invite comme introduction à lire ce livre de Félix Bodjo-Ewon, JP et Stella Meliani Belkacem. Stella Meliani Belkacem qui est aux éditions La Fabrique. Les féministes blanches et l'Empire, et qui montre comment des femmes et des féministes ont utilisé... je ne sais pas si on peut dire utiliser, parce que en fait, ce qu'on critique aussi dans le féminisme, c'est que, en fait, moi, ce qui m'énerve dans le féminisme, c'est que le féminisme est né quelque part. Bien sûr. Le terme féministe, le mot féminisme, le féminisme est né quelque part, c'est en Occident et dans une période déterminée. Et donc, elle prend aussi certaines mœurs de l'époque, et notamment le côté un peu raciste. Il y a toujours eu une forme aussi de racisme au sein du féminisme. Et il montre là-dedans comment le féminisme ont pu alimenter des idées racistes et ont pu elles-mêmes bénéficier du racisme pour gagner en puissance. Mais on refera toute une émission autour de ça. Mais tu as raison, ça sera intéressant, parce qu'on pourrait même remonter plus loin. Je ne sais pas si... Non, ils le font pas dans leur bouquin, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette ambivalence lorsqu'il s'agit de la question des femmes et des droits des femmes. En Occident, il y a toujours un tropisme anti-musulman qui est redoutable. Et moi, j'aurais juste cité Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, qui effectivement, dans un de ses bouquins, fustige les Palestiniens. Ah ouais ? Absolument. En disant les Palestiniens... Alors, c'était la compagne de Sartre. Voilà. Et Sartre qui était... on dit que le seul problème de Sartre, c'est qu'il était pro-israélien.
Bah, il l'a été, et quand il est devenu pro-palestinien, ça n'a pas duré longtemps malheureusement, parce que Ouais. ensuite c'était voilà, il s'est mis, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Mm. Mais voilà, il était fasciné par la violence, donc d'abord des sionistes, ensuite des Palestiniens. En fait, c'est ça. Son rapport au sionisme et à la Palestine est très faussé, est Ouais. vraiment faussé chez Sartre. Mais ça serait une émission. Et Simone de Beauvoir, dans un de ses bouquins, qui dit les Palestiniens, c'est la civilisation du bourricot. Ah ouais. Les Palestiniens, c'est la civilisation du bourricot. Parce qu'elle était très sioniste, hein. D'accord. Elle, par contre. Alors bon, Et moi, je voulais juste faire Ouais. un petit détail aussi sur Christine Delphi parce que ça rejoint ce qu'on n'arrête pas de dire sur sur notre vision de la politique et sur notre distinction entre les actes et la pensée. Tu vois, c'est ce qu'on disait avec Mélenchon. C'est ce qu'on répond un peu, par exemple, quand on dit ah, mais vous êtes antisémite. On dit, d'accord, ben, objectivement, qu'est-ce qui montre qu'on est antisémite? Quelles sont nos actions? Quels sont nos projets antisémites? Et ils disent, ah non, mais c'est à l'intérieur de vous. ah oui, Et on dit, bah, à la rigueur, si vous voulez, à la rigueur, à l'intérieur de nous, on est antisémite, mais si ce qu'on fait n'est pas antisémite, on s'en fout. Et on prenait le truc avec Mélenchon, et on disait, Mélenchon, on sait qu'au fond de lui, il a sûrement des côtés islamophobes, sauf que concrètement, dans les actions, nous, ce qui nous intéresse, c'est les actes, et il agit contre l'islamophobie. Et moi, je trouve que Delphi, c'est aussi un bon exemple, parce que Delphi, sur le voile, certainement, c'est sûr et certain qu'elle pense que c'est un objet sexiste. Et j'arrive à comprendre pourquoi, de son point de vue en tant que féministe, c'est un objet sexiste, le voile, parce que c'est appliqué qu'aux femmes et tout. Mais en même temps, elle s'est opposée à l'interdiction du voile. Donc même si à l'intérieur d'elle, elle pourrait être ce qu'on pense, nous, de notre point de vue islamophobe, dans le sens où pour elle, le voile, c'est forcément sexiste et tout, dans les Alors- faits, elle s'est attaquée à l'interdiction du voile et elle avait un argument qui est pertinent. Elle disait, mais je comprends pas en fait. Vous dites, il faut interdire le voile parce que c'est un objet sexiste. Mais c'est bizarre, dans la société, il y a que ça. Il y a que des objets sexistes. Il y a que même les tenues. Il y a que des tenues sexistes. Mais comme par hasard, le symbole du sexisme en Europe, c'est un truc arabe, c'est un truc musulman. Donc c'est quand même assez étrange. Mais c'est là qui est intéressant, c'est la distinction entre ce qu'elle pourrait penser au fond d'elle et ce que vous faites vraiment, tu vois. Parce qu'après, on s'en fout de sonder vraiment ce qu'elle pense Delphi du voile. On s'en tape. pour toutes les questions, il en va de même, hein. Je veux dire, même tu cites Mélenchon. Oui, Mélenchon a eu des sorties aussi sur les Juifs qui posent problème. Ah bah oui. Hein, et c'est pareil, je veux dire, bon, il ne s'agit pas de nier cela, c'est vrai, il a eu des sorties qui posent problème, mais voilà, ce qui compte, c'est ce qu'il fait concrètement et dans quel sens sa politique va aller. Est-ce que Ah sa oui. politique va aller dans le sens d'une islamophobie, d'un antisémitisme, ou au contraire d'un Pardon. antisémitisme et d'un anti-islamophobie. Donc voilà. Alors concernant Christine Delphi, justement, je vais en parler, puisque très rapidement, lorsque cette affaire du voile éclate au lycée d'Aubervilliers, des bonnes âmes se retrouvent. Alors on a des gens comme Alain Grèche, on a des gens comme justement Christine Delphi, hein, et puis Ouria Boutadja aussi, parce que qui va se retrouver. Qui était très proche à l'époque. Oui, bien sûr, puisqu'ils vont se retrouver dans un collectif qui s'appelle Une école pour tous. Ouais. C'est pas Maman toutes égales. Non, ça c'est bien plus tard, ça c'est. D'accord. Ouais. Et comment Une école pour tous. Et ce collectif Une école pour tous, eh ben, il dit quoi? Il dit l'argument qui est donné, c'est de dire ces jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles portent le voile. D'accord? Mais ce faisant, elles sont exclues de l'école. Or, un des principes cardinaux de la dite République française, hein, c'est l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire. Et donc, en excluant ces jeunes filles de l'école, eh bien, on détruit un des piliers fondamentaux de la République, qui est l'obligation d'enseignement. Hmm. Et l'enseignement obligatoire. Alors, quid de cet enseignement obligatoire quand on dit ces jeunes filles ne pourront pas aller à l'école parce qu'elles portent un foulard? Est-ce que le plus important, c'est la répression du foulard, ou est-ce que c'est le fait qu'elles aillent à l'école? Bah ouais. Alors, si une République en arrive à dire que le fait de porter un foulard, c'est plus important, c'est plus grave, hein, et ça peut dispenser la République de son obligation de fournir un enseignement, dans ce cas, où va-t-on? Donc, c'est très intéressant, la problématique, et c'est comme ça que va se constituer le collectif Une école pour tous, en disant, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur... Et on a le droit d'avoir. En Et on a le droit, bien arrête pas sûr. de dire, vous avez le droit de penser Mais ce bien que vous sûr. voulez sur le voile, on s'en fout. Mais bien sûr. Tant que ça reste à l'idée de la pensée. Après, c'est l'interdire qui va nous poser problème. Bah oui. Vous pouvez tout à fait penser que ouais, c'est de n'importe quoi, c'est de la merde, c'est réac, c'est moyen de jour. On s'en fout. Bien sûr. On On n'est fout. pas là pour défendre le voile ou pour être contre le voile. C'est ça qu'il fallait absolument comprendre. C'était l'idée de dire que voilà, ces jeunes filles n'auront pas droit à l'école, hein, sous prétexte qu'effectivement elles portent le voile. Et c'était extrêmement grave. Donc il y a ce collectif Une école pour tous qui se constitue.
Alors, bien sûr, il y a Mouloud Aounit, il y a beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens bien à l'époque. Je crois que malheureusement, il y en a beaucoup moins maintenant. Et en face, on a des gens comme Caroline Fourest, on a etc. Tous ces gens-là qui effectivement, hein, qui à l'époque s'occupent de quelque chose qui s'appelle Pro-Choix, je crois. Enfin, qui au départ était quelque chose qui était bien, qui était pour qui était pour la liberté de l'avortement, ce genre de choses. Après, elle a toujours été très libérale, hein, Caroline Fourest. Alors, elle est très libérale. Elle a toujours été très critiquée. Mais par alors du coup, certaines féministes ah bah oui, mais alors du coup, ça va être vraiment là, elle qui va prendre, qui va être à à Ah, l'avant-garde de Ah. cette poussée islamophobe en France. Ah oui, 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 Ça va être absolument terrible. Ah, ouais. Alors il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, et donc du coup, le collectif Une école pour tous, qui est vraiment très très bien. Donc là se retrouvent des gens. Alors je n'ai pas cité tous ces gens. Il y a aussi Catherine Samary du NPA. Il y a des gens qui viennent un petit peu C'est de. celle qui est morte il n'y a pas très très Non, longtemps. pas du tout. Là, Non, c'est pas elle. Non, pas elle, pas du Comment tout. elle s'appelle, la militante qui avait signé un truc avec. C'est l'un des premiers textes signés par Oya Boutelja, notamment sur le voile. Et c'est une vieille militante anti-impérialiste qui est morte il y a 2-3 ans. Ah oui, tiens. C'est pas Catherine quelque chose? Non. Ah, c'est non, pardon. Oui. C'est Catherine. J'ai oublié son nom, va me revenir. Grabert. Gruber. Catherine Gruber. D'accord. Et Catherine Gruber, et qui était. Alors, on lui rend aussi hommage et on la salue. Militante anti-impérialiste. Il y avait des blancs solides Extraordinaire. comme ça. Hein. Ouais. Il y avait des blancs solides. Ouais. Et extraordinaire. Et extraordinaire Merci Cascade. qui non seulement était anti-impérialiste, mais qui était pro-palestinienne, qui avait eu, faudrait qu'on lui rende hommage d'ailleurs Qui était dans les mouvements un jour, antiracistes. qui auparavant avait été à la gauche prolétarienne, Ouais. avait été maoïste, etc. Elle avait payé de sa personne, hein, vraiment. Et donc voilà. Et Catherine Gruber. Et donc toujours est-il que tous ces, elle y était aussi évidemment, elle y était Bah oui, aussi, c'est le bien premier sûr. texte. Bah, d'ailleurs, Bien Ouria sûr, lui une rend militante, hommage dans son livre. Hein. Bien sûr, Elle le dédicace à elle. c'était une militante d'élite, ce que j'appelle. Elle était aussi très active pour Moumia Abou Jamal, bien sûr pour Georges Ibrahim. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui mérite autant Et qui est resté dans l'ombre. Hein. ce beau nom de militant, hein, que Catherine Gruber. Oui, absolument. Ouais. Et qui restait dans l'ombre, qui était tout le temps dans l'ombre, qui était d'une humilité extraordinaire. Avec tout le temps le sourire, j'ai toujours vu en train de sourire. C'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible. Oui, c'est des grosses pertes. Mouloud Aounit, Catherine Gruber, Gruber qui effectivement se connaissaient en plus. Alors c'est terrible de repenser à tous ces gens-là qui ont joué un rôle fabuleux. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là étaient menacés, étaient dénoncés, étaient insultés, étaient voilà. Donc c'est comme ça que moi, modestement, je fais la connaissance de tout ce beau monde, parce que moi j'étais sur ma planète Palestine jusque-là, et uniquement sur ma planète Palestine, hein, au collectif national. Mais comme le collectif national accueille aussi le collectif Une école pour tous, c'est comme ça que la rencontre va se faire. Ouais. C'est comme ça que je vais rencontrer donc toute cette bande avec entre autres Ouria Boutelja. Ah, c'est là que tu la rencontres. Attends, Voilà. alors avant qu'on aille vraiment sur ça, Isodus, je suis désolé, la question elle est trop HS par rapport au sujet, ça nous emmènerait trop loin là. Okay. On a déjà parlé des maoïstes et tout. Pourquoi les gens étaient maoïstes? Tu veux vraiment me répondre? Ah non, pas du tout. Non. Non. Ça, les gens étaient maoïstes. Ouais, mais on en a déjà, il y a déjà eu. Et on y reviendra dessus. On y reviendra. Alors voilà, maoïstes. tout à fait intéressant. Dans le cadre d'Abanou Marx, ça pourrait être tout à fait intéressant parce qu'il y a un moment où effectivement le maoïsme s'est imposé. Et voilà. Et un donc, petit peu comme, je pourrais dire entre guillemets rapidement, une petite révolution tiers-mondiste, quand même. On pourrait dire décoloniale avant l'heure. Badiou, tout un ça. petit peu. Voir Badiou, etc. 2004, c'est là que le projet de loi il commence à apparaître. Bien sûr, puisqu'il va donc y avoir la commission Stasi, le gouvernement pour sortir. La commission Stasi, c'est quoi? C'est un truc du gouvernement qui dit oui. bon en fait. Le gars Stasi, c'est le nom du gars. Oui, c'est le nom du gars. Parce que les gars, ça fait très flic Stasi. La Stasi, oui, d'accord. Il y a beaucoup qui pensent à ça. J'ai pas pensé à ça, d'accord. Oui, parce que toi, tu vois Stasi dans ta tête, mais quand on est jeune et tout, et on entend commission Stasi, on est en mode ah oui, mais en fait, c'est le nom du principal gars qui s'occupait de ça. Stasi, qui était un ministre je sais pas, de droite, du centre, moi je sais pas la différence. C'est Olivier Stasi, hein, je crois. Et donc du coup, Alors, juste une dernière. Oui, Sam, quand est-ce que vous faites les lives où des auditeurs pourraient participer? On va essayer de faire des trucs en public bientôt. Et donc, vas-y. Et donc, du coup, la commission Stasi qui fait un rapport. Alors la commission Stasi, ce qui est intéressant, c'est que cette commission Stasi, elle est censée donner un avis. Ouais. Un avis consultatif. Et disons qu'avec cet avis, le gouvernement pourra se faire une idée sur le fait de savoir s'il faut faire une loi ou pas faire une loi. D'accord ?
ou interdire le voile ou pas l'interdire, etc. C'était surtout ça portait surtout Ouais, là-dessus. bien Donc sûr. c'était pas uniquement sur. Ouais. Bah, pour rebondir sur ça, et c'est aussi l'un des arguments de Delphi, et c'est là qu'on voit les gens, la différence entre l'abstraction et concrètement par rapport au voile. Et en fait, l'argument de beaucoup de gens, c'est de dire ah non, mais ça vise pas les musulmans, la laïcité, c'est tout le monde, oui. c'est contre les signes prosélytes. Et c'est là où en fait, il faut arrêter cet idéalisme. Et ça, c'est des arguments à la Beethoven. Non, mais Bien regardez sûr. la loi, elle interdit tous les signes religieux en fait. Et Delphi, elle répond mais attendez, il veut dire, faut arrêter d'être con. Je veux dire, concrètement, on sait très bien qui ça vise. Quand ça dit un signe religieux visible, parce que ça n'interdit pas tous les signes religieux, c'est-à-dire que la croix, tu peux la garder et tout. Et veut dire, quand on dit un signe religieux visible, c'est un moyen de viser une certaine population, sachant aussi que il faut voir aussi la Constitution, c'est-à-dire que la France ne peut pas discriminer ouvertement comme ça une population. Il était impossible constitutionnellement parlant, sauf alors à changer de république et tout, de dire bon bah cet objet-là, ce truc-là des musulmans est interdit. Bien Donc sûr. il a fallu ruser, mais pour avoir le résultat de viser que les musulmans. Et ça a été comment? Ça a été de dire non mais on va viser les signes religieux ostensibles. Ostensible. Et après il y a des gens qui vont dire oui mais tu peux pas venir avec une grosse croix comme ça et tout. Et Delphi dit mais qui vient avec une grosse croix? Arrêtez. Personne vient avec une... Vous êtes des mythos. Vous savez tous que le seul objectif, c'était juste d'interdire le voile, en fait. Donc, c'est ça, et c'est toujours important, les gens, de ne pas rester dans l'abstraction de la loi et de voir qui ça vise concrètement. Mais tu as tout à Merci fait beaucoup, Youyou, et merci beaucoup, Robin Boomer, pour les 10 euros. Merci. Mais tu as tout à fait raison, parce que alors Christine Delphi, à l'époque, va être vraiment une rhéteuse, féminin de rhéteur, Elle est hein, très forte, hein. oui, absolument, d'élite, d'excellence. Et elle va en gros, disons, détruire tous les arguments des islamophobes, mais de façon magistrale. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Christine Delphi. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous Oui, gagneriez à la connaître. Hein. Je sais pas Mais absolument. Donc, non seulement c'est une féministe, hein, qui avait été une compagne de Simone de Beauvoir, justement. Mais par contre, Christine Delphi sur la Palestine est excellente, évidemment. Hein, sur la Palestine aussi, elle est excellente. Hein. Ben en tout cas, et ça qui est intéressant, c'est que c'est une féministe, mais aussi qui s'intéresse aux questions de géopolitique. Hein. Je me souviens très bien des interventions d'elle en géopolitique, et elle n'était pas du tout, c'est pas du tout quelqu'un qu'on pouvait uniquement garder dans un coin, féministe, machin, etc. Non, pas du tout. Et elle avait une pensée, alors entre autres sur l'impérialisme, hein, entre autres sur la guerre en Afghanistan à l'époque, la guerre en Irak. Voilà, donc je vous invite à vous intéresser à Christine Delphi. Alors, on me demandait le nom, c'est Catherine Grupper, hein, 2 PER à la fin, Catherine Grupper, GRU 2 PER. C'est la camarade qui est au ciel maintenant, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Voilà. Et donc, c'est à cette époque que tu... Alors, c'est à cette époque que je rencontre tout ce beau monde. Et je le dis franchement, jusqu'à maintenant, j'étais uniquement sur ma planète Palestine, l'altermondialisme, les questions, on va dire les questions internationales. Et j'avoue que depuis pas mal de temps, j'avais expliqué cela dans ce petit texte qui s'appelle Ma dette palestinienne, hein, que vous pouvez trouver. Ouais, alors où j'explique mon lien à la Palestine depuis les années 80 et j'explique qu'effectivement, je m'étais un petit peu... je m'étais un petit peu 15 décembre 2009. Ça date, hein. retranché sur la Oh, allez voir l'article, il y a une photo de Youssef. Oh là là. Allez voir l'article, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lapin Rose, avec tes 5 abonnements. Merci beaucoup, tu fais trop plaisir. Et allez voir juste au moins la photo de l'article. Aïe, 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 ce BG. Et donc, du coup, là, ça va m'amener à me reporter sur les questions domestiques, on va dire, sur les questions intérieures. Mais pourquoi ? Parce que ça va donner lieu à une telle vague islamophobe, raciste à ce moment-là, cette affaire de la loi, que j'en suis absolument sidéré. C'est-à-dire que, vous savez, on sortait d'espèces de... Il y avait eu un angélisme à la fin des années 90 avec la France black blanc beurre, etc. Alors, moi, je n'ai jamais succombé à ce mythe, hein, on est bien d'accord. Mais il y avait eu Chirac, il y avait eu l'affaire de Jérusalem, il y avait eu tout cela. Il y avait eu le refus de la France de participer à la guerre en Irak. Donc, on était quand même dans une ambiance... je ne vais pas dire de conciliation avec l'impérialisme, hein, mais disons, on avait connu pire. On avait connu pire. Alors, il y a des luttes, etc. Hein, mais...
rien ne nous indiquait ce qu'on allait connaître par la suite, qui était bien plus grave encore, hein, avec l'arrivée de Sarkozy par la suite, etc. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on va déchanter, on va terriblement déchanter des tas de gens que l'on pensait être de gauche. Oui, il y avait le rêve de l'intégration. Bah, complètement. Oui. Ouais, avec Jamel Debbouze. Alors moi, je l'ai jamais eu ce rêve. Hein. Oui, non, mais je veux dire, chez les indigènes, il y avait cette croyance. Voilà. Zidane, voilà. Jamel Exactement. Debbouze qui avait beaucoup participé à ça. Voilà. Il y avait un espoir. Et là, je vous dis franchement, ça va être effroyable. Alors surtout pour nous militants, puisque c'est à ce moment-là que je vais perdre beaucoup de camarades. Ouais. Ah oui, bah j'imagine. Politiquement, je vais les perdre politiquement. D'ailleurs, je voulais en dire un mot. Ça a été un grand tournant. Le grand tournant, ça a été l'islamophobie. C'est là où des tas de camarades que j'avais depuis des années, hein, qui étaient des gauchistes, etc. C'est là où, sur cette question, ils vont canner. Sur cette question, ils vont canner, c'est le cas de le dire. Oui, fort. Ah ouais, non, mais c'est quelque chose de dingue. C'est là où ils vont me considérer comme un ennemi. Hein, on va être considérés mais vraiment comme des ennemis, hein, pas simplement des. Ça va être très grave. Et d'ailleurs des camarades avec qui je suis toujours pas réconcilié jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, je lis bien alors, des blancs évidemment surtout, mais pas forcément d'ailleurs. Il y a aussi un certain nombre de militants d'origine maghrébine qui vont aussi, de ce point de vue, complètement épouser le pli islamophobe. Mais bon. En tout cas, des tas de gens que j'avais connus, avec qui j'avais pu militer, etc., ça va être la rupture. Ça va être la grande rupture, cette affaire. Parce que ce qui va vraiment me sidérer, personnellement, indépendamment du débat, ça va être la vague islamophobe assumée totalement partout dans la presse. Alors, c'est là Charlie Hebdo, évidemment, va commencer. Oui, j'allais dire que nous, pour notre génération, même si c'était déjà un peu entamé le divorce, qui a aussi provoqué... à moi, en tout cas, plein de disputes avec les camarades. Je pense que c'est un peu comme toi à l'époque. C'est le cas de Charlie Hebdo. On a vu en fait la dissension. En fait, vous êtes des gros raslards, quoi. Et c'est ça que quand il y a des événements, en fait, tu vois la réalité des gens, quoi, politiquement. Ah bah oui, parce que tu les reconnais pas. Alors sans doute que eux ne nous reconnaissent pas non plus. Ouais. Hein, mais ça c'est clair. Et comment toi, enfin, t'es contre, t'es plus ou moins marxisant, etc. Comment tu peux défendre Oui, mais c'est absolument hallucinant. Et c'est ce que j'appelle l'européocentrisme, tout simplement. Ils sont incapables de penser le monde. Alors en plus, le plus drôle, c'est que ce sont des gens qui c'est des gens qui ont voyagé. C'est des gens qui avaient voyagé, donc lorsqu'ils allaient dans le reste du monde, dans des pays musulmans et autres, n'avaient absolument rien à voir, aucun problème avec ces femmes qui portaient le voile, etc. Mais tout d'un coup, lorsque ces gens-là étaient en France, ça devenait insupportable. C'est ça qui était absolument étonnant. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui, au contraire, étaient pleins de « Oh, c'est super, qu'elle est dans des pays. » Bon, et qui voyaient aucun problème dans le fait voilà. Encore heureux, vous me direz. Mais bon, mais dès l'instant où ils venaient en France, dès l'instant où en France ils voyaient ces gens-là, ils se sentaient menacés dans leur France intime. Merci beaucoup. Il y a Justice Gras qui a donné Chemin Gras qui a donné 30 €. Super taf la dernière vidéo. Merci beaucoup Chemin Gras, ça fait trop plaisir pour les 30 €. Merci beaucoup. Alors on va voir dans les établissements scolaires monter l'islamophobie parmi les profs. Ah oui. Et ça va être le début de. Ce qui est terrible avec les profs, c'est que en fait, les plus islamophobes, c'est ceux qui pensent non, je suis pas raciste, c'est par esprit de gauche, tu vois. Oui, et par oui. ah non, mais moi je suis de gauche, hein, et t'as envie de les claquer. Oui. Et donc, comme ils se croient vraiment de gauche, et vraiment soit de gauche, soit neutre, et pour le bien de l'élève, ils sont insupportables. Alors oui, parce que ce qui est dingue, c'est que ça s'appuyait sur une prétendue prise en compte, oui. Une attention particulière pour les élèves. Soi-disant, c'était au nom du respect des élèves, etc. Ils ne sont pas au courant, ils sont manipulés. Alors toutes les filles qui portaient le hijab, alors je ne dis pas que c'est pas possible, la question n'est pas là. Hein. Encore une fois, on ne va pas sonder les reins et les cœurs pour savoir quels sont les déterminants profonds qui font qu'une fille porte le foulard. Mais toujours est-il que là, du coup. Ou pas porter le foulard. Ou le porter pas d'ailleurs. Non, mais elles ont été déterminées à porter le foulard. Mais tu as été déterminé à pas porter le foulard. Oui, en fait. C'est pareil. Le truc de la détermination, tu l'appliques à absolument tout. Il n'y a personne qui a fait ses choix 100% libre, sans aucune détermination, aucune. Bien sûr. Alors c'est comme ça que moi je vais intégrer le collectif Une école pour tous. Et c'est comme ça. Et c'est devant cette montée du racisme. Alors cette montée du racisme, deux exemples absolument incroyables. Le premier, c'est Claude Imbert, du Point.
rédacteur en chef du Point, qui face à la caméra, et c'est là je me rappelle que c'est précisément daté, là où je pète un câble, on pourrait dire. Parce que je vois, on est à la télévision, je suis avec des amis, on regarde la télévision, et Claude Imbert, face à la caméra, dit, vous savez, moi je suis assez islamophobe. Comme ça. Comme ça. Donc vous l'avez dit peut-être un peu, mais ça revient au même de toute façon. Moi je suis un peu ou assez, je suis un peu islamophobe. Mais c'était absolument sidérant. Est-ce que quelqu'un aurait pu dire je suis un peu antisémite, je suis un peu comment, je sais pas trop quoi. Voilà. Donc ouais. Non, mais je crois que c'était Pascal Praud qui avait fait ça. Il a dit non, mais on a le droit d'être islamophobe, on a Ah le ouais, droit bah d'être oui. christianophobe, on a le droit d'être. Voilà, on a le droit. Et il a Ouais. pas dit quoi? Il a dit on n'a pas le droit, on a le droit d'être judéophobe. Ouais. Mais il a senti que là, mais non, en fait. Mais en C'est fait, ça. mais nous, c'est pas en mode ah, vous avez ils sont favorisés. Ça doit être pareil pour l'islamophobe. Tu t'as pas à être islamophobe, quoi. Et donc, bah oui, bah c'est une mauvaise compréhension du marxisme, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, alors toujours est-il que c'est là. Alors, Claude Imbert. Et puis, autre chose, alors, cette commission Stasi, le rendu de la commission Stasi qui a été absolument incroyable, où tous ont voté pour, sauf un, Jean Bobéro. Jean Bobéro est le seul de la commission Stasi. D'accord, Namir. Ah oui, Elisabeth Badinter, pareil. D'accord. Alors, Non, Elisabeth... je pense. Alors, peut-être Oui. que Badater l'a dit, mais je crois que Pascal Praud aussi a fait un truc comme ça. Mais bien évidemment, ils l'ont tous fait. Bah, alors, c'est l'époque où on court tous les meetings, toutes les réunions publiques, on y va et on a en face de nous Caroline Fourest, Elisabeth Oh là Badinter. là, tu l'as déjà vu en vrai? Mais bien sûr, Fadela Oh. Amara, etc. Tous ces gens-là. Ah oui, Fadela Amara, j'avais Oui, oublié. tous ces... Et je me rappelle d'Elisabeth Badinter, justement, Ni pute ni soumise. à une réunion publique qui avait eu lieu à Fontenay. Non, attends, ni pute ni soumise, c'est Fadela Si, Amara. c'est bien cela, oui. Ah, Ouais, ouais. d'accord. Fadela Amara, qui maintenant est inspectrice des services sociaux et qui se palpe je ne sais pas combien par mois, mais vraiment parce qu'on lui a trouvé une case où la mettre, c'est génial, c'est incroyable, incroyable. Et toujours est-il que voilà, alors, la Badinter qui est redoutable aussi dans sa haine de l'islam, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Mais Ouais. parce que là, j'en profite parce Mhm. que ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que ce truc sur l'islamophobie, ça a beaucoup été lancé par la gauche. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre quand on dit qu'on n'est pas de gauche. Et je vois par exemple, il y a beaucoup d'admiras qui ont fait des trucs, par exemple, qu'on fait des trucs anti-impérialistes ou des trucs marxistes ou qu'on peut soutenir en même temps la France insoumise et tout. Ils disent ah, mais je croyais que vous n'étiez pas de gauche. Et en fait, le problème, c'est que en fait, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre la critique de la gauche, c'est que pour les gens, la gauche, c'est gentil. Oui, La oui, gauche, c'est tout ce qui est positif, c'est la gauche. c'est ça. Tu vois, tout ce qui est progressiste, bah, si t'es antiraciste, t'es de gauche. Et en fait, mais non, les gens, la gauche, pour nous, elle n'a jamais été vraiment l'antiracisme. La gauche a aussi été raciste. La gauche a aussi été colonisatrice. La gauche a aussi été raciste. Et on le voit encore là. Et là, les gens vont dire ah, mais ils n'étaient pas de gauche. Mais si, ils ont été une forme de gauche. Il y a une forme de gauche qui a été majoritaire à une époque, peut-être moins aujourd'hui, sur l'islamophobie en tout cas, mais une forme de la gauche, et ça reste la gauche, qui a été raciste. Bah, c'est-à-dire que c'était une époque où les musulmans posaient pas de problème parce que les musulmans n'osaient pas apparaître en tant que tels Voilà. publiquement et en nombre. Donc effectivement, ça n'apparaissait pas, mais on se dit que finalement le verre était déjà dans le fruit, hein, et que en fait cette islamophobie, elle existait. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que pendant longtemps, comme il y avait un parti communiste puissant, on était bien conscient des limites de ce parti communiste, mais les gens se disaient sans doute il est comme ça, mais si un jour il est au pouvoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui compte c'est son objectif. Il va mettre en place une société qui va qui malgré tout concrètement va s'opposer au racisme et autres. Ouais. Donc sans doute il a eu des accès racistes, sans doute, etc. Vous voyez, donc on a beaucoup pardonné à cause de cela, au nom de la finalité, au nom de l'avenir, hein. On faisait des paris sur l'avenir, comme on dit, hein. Bon, on dit toujours il ne faut pas insulter l'avenir. Mais bon, mais là ça a été vraiment oui. Mais en fait, ça me rejoint aussi une question de quelqu'un qui avait dit, en fait, et qui était très honnête, hein, c'était pas en mode troll, mais il disait mais je comprends pas le problème avec l'intégration. Et justement, le truc de la gauche avec lutter contre le racisme, c'est lutter contre le racisme. Souvent, ça a été par l'intégration, par Bien sûr. l'assimilation, sans le dire, mais ça a été vraiment Bah, ça. bien sûr. Quand vous nous ressemblerez, Bah, et bien c'est sûr. déjà donc nous la critique sur l'intégration, c'est déjà que c'est leur. Ça n'arrivera jamais. On sera jamais, en tout cas dans la République française telle Bien sûr, qu'elle est bien sûr. actuellement et dans le capitalisme, on sera jamais totalement intégré. Ça sera toujours sous condition. Et même Messia, hein,
Même les pires. Hein. Croyez Bien pas sûr. que si nous on est tous virés, il reste Messia, il va être celui visé. Hein. Ah, mais bien Je me sûr. rappelle Oukasha qui est un ancien musulman qui est avec l'extrême droite et qui est vraiment l'ancien musulman de service à prouver que l'islam c'est de la merde, blablabla. Il y avait un facho, il a dit non mais vous aussi vous allez être émigré. Hein. Monsieur Oukasha, vous n'êtes pas un Ah français de oui, souche. oui. Il lui a dit vous êtes émigré. Donc déjà c'est une Mais leurre. bien sûr. Et aussi il y a un truc à se poser la question de, en fait l'intégration c'est de vouloir perdre, c'est de vouloir faire perdre à l'autre la différence pour qu'il soit le même. Bien Et donc sûr. c'est l'idée que pour le vivre ensemble, il faut qu'on soit tous pareils. Et c'est ce qu'on met en question. Je veux dire, mais c'est quoi cette idée-là? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, la notion même de vivre ensemble, c'est vivre ensemble, c'est-à-dire avec des gens différents. Sinon, Ouais. c'est du vivre entre Bien nous, sûr, quoi. bien sûr. Et donc, il y a cette idée-là de est-ce qu'on doit forcément arrêter d'être musulman, arrêter d'être ci, arrêter de s'habiller comme ça pour s'intégrer. Et en France, pour l'instant, c'est ça. Faut s'intégrer, c'est avoir une tenue républicaine, boire du vin, écouter telle musique, aimer la France, aimer le drapeau, blablabla. Donc voilà. Et donc, il y a beaucoup la gauche qui a aussi été sur ça. Tu as tout à fait raison. La gauche a été, d'ailleurs, à l'époque, la gauche va. Alors, officiellement, non. Parce qu'en rappelant quand même qu'officiellement, la gauche a été contre l'interdiction, hein, a été contre la répression, on va dire. Hein. Ça, il faut quand même le rappeler. Hein. Mais dans les faits, concrètement, ils vont finalement succomber. Sauf le PS, évidemment. Hein. Mais la gauche, ce qu'on pouvait en penser. Mais on va bien voir ensuite que cette gauche, elle est extrêmement faiblarde sur la question. On l'a vu pour le PC, on l'a vu aussi surtout pour le NPA. Rappelez-vous l'affaire de la jeune fille voilée qui voulait se présenter au NPA et qui a été récusée. Hein. Donc, une bonne partie de l'extrême gauche, et l'extrême gauche, alors, précisément les profs d'Aubervilliers étaient de lutte ouvrière et du NPA, les profs qui, absolument, alors on disait la LCR encore à l'époque, hein, je ne sais plus si c'était la LCR encore ou le NPA, peu importe. En tout cas, il faut le savoir, ce sont ces gens-là qui ont menacé d'arrêter de faire course, et les jeunes filles. Alors, vous comprenez que avec des militants d'extrême gauche, cela apportait de l'eau au moulin des islamophobes considérables, parce qu'ils disaient mais regardez, ce sont même des gens progressistes qui dénoncent ce voile et autres. Merci Monsieur W, merci. Alors il y a une chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque, qui m'a frappé, qui m'a choqué et qui va aussi être importante dans l'apparition, enfin dans ma participation modeste à l'apparition du pire, d'abord de l'appel des indigènes. Ça a été, je me souviens, la rentrée suivante. À la rentrée qui a suivi la mise en place de la loi, ils étaient contents parce qu'ils étaient en train de juger les effets de la loi. Et ils disaient, est-ce que la loi finalement a fait de telle sorte que beaucoup de jeunes filles ont cessé de porter le voile? Bien évidemment, les jeunes filles étaient traquées partout. Elles étaient traquées. Mais elles le mettaient en dehors, quoi. Mais elles le mettaient en dehors. Et alors, je me souviens c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué. C'est la rentrée suivante, donc ça doit être la rentrée 2005. Et donc, du coup, il y a deux jeunes. La presse rapporte un petit incident qui se déroule dans un lycée dans l'est de la France. Je suis d'accord. Et on a deux jeunes filles. Donc on décrit. On a deux jeunes filles. Enfin une jeune fille qui est interviewée parce qu'elle dit voilà, on arrive près du lycée. Je portais le voile avec ma copine. On portait toutes les deux le voile. Et on arrive, puis on va voir la réaction de l'administration. Là, c'était terminé, c'était la rentrée suivante, plus rien n'était toléré, voilà, la loi était entrée en application, les décrets étaient parus, etc. Et elle nous dit, enfin la jeune fille dit, à l'entrée du lycée, il y avait toute l'administration qui était là, hein, au portail, qui était là pour vérifier, etc. Une sorte de comité d'accueil, voilà. Quel comité d'accueil? Et quand les deux jeunes filles arrivent avec leur foulard, alors il y a celle qui parlait, comment elle arrive, donc elle voit le comité d'accueil, elle renonce aussitôt. Enfin non, sa copine renonce aussitôt et elle rebrousse chemin. Voilà, elle rebrousse chemin parce qu'elle ne pourra pas rentrer à l'école. Elle préfère ne pas rentrer à l'école et ne pas retirer son foulard. Mais en plus, on fait ça avec des adolescents. On sait très bien comment ça se passe. Au contraire, ils vont au contraire davantage. Et puis quant à l'autre retire son foulard parce qu'elle dit bon quand même, je veux aller à l'école. Elle retire son foulard. Et là, à ce moment-là, il y a toute l'administration qui est là et qui l'applaudit. Oh là là. Qui l'applaudit. Et puis, et ils lui fixé les tables. Et ils lui disent et maintenant crie vive la République. En vrai? Mais c'est en vrai. En vrai de vrai? Mais en vrai de vrai. Oh et ils lui disent et maintenant tu cries vive la République. Oh là là. Mais je sais pas si vous imaginez infliger cela à des jeunes filles. Et elle dit moi, et la jeune fille dit moi j'ai refusé, j'ai dit vive l'école.
Oh là Voilà, là. mais vous voyez, c'est ce genre d'image que l'on avait qui était absolument Ça, c'est vraiment un terrible. plaisir Ah mais c'est horrible, malsain c'est de- horrible. On t'a fait enlever le voile. Ah là là C'est là là, l'humiliation jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, L'humiliation jusqu'au bout. Et j'avoue que j'ai été très marqué. J'ai été très marqué. Ah ouais, c'est ça, c'est Dagby version Laïcard. C'est tout à fait ça. J'ai été très marqué par cet épisode. Je vous dis, parce que moi, j'étais un petit peu en retrait. Et là, c'est là que je vais m'engager à fond Ouais, dans la construction donc, du pire. Et il y avait, alors, ces événements-là, que je jour-là, il y en a eu des tas comme ça. C'était sans arrêt comme ça. Et on voit d'ailleurs, on voit que sur le voile, ça n'a pas arrêté parce que tu as des gens qui disent oui, bon bah voilà, vous avez enlevé le voile, maintenant vous êtes tranquille. Sauf que non, ça n'arrête pas. Je veux dire, maintenant on va chasser les jupes trop longues. Bien sûr. C'est-à-dire ah non mais ah non mais regardez, ils sont encore dans des signes ostentatoires et ils ont des jupes trop longues. Mais je suis en mode mais Alors, en fait, ça va s'arrêter où? mais, À partir de quand vous allez arrêter? Et genre on doit. mais on m'a relaté l'histoire encore plus dingue. J'ai une amie prof. Et qui est aussi qui partage nos idées évidemment, et elle est complètement outrée parce que actuellement elle est en guerre avec toute une partie des enseignants de son établissement. Bon, elle est maghrébine d'origine, mais peu importe. Et elle est en guerre parce que le problème aujourd'hui maintenant c'est la main de Fatma, Ah ils veulent plus de la main. Mais en plus ça. qui n'est pas un signe religieux du tout. Non mais en plus oui, là encore les fondamentalistes vont dire non mais la main de Fatma c'est du shirk, c'est de l'association. Exactement. Et non mais genre ça fait en fait c'est vraiment ça fait trop arabe en fait. Ah bah bien sûr. En fait, c'est vraiment vous avez plus le droit de parce que je veux dire là les gens on est dans une logique fasciste, c'est-à-dire que Ouais. ces élèves ne doivent plus revendiquer une forme d'identité personnelle, une forme de personnalité et qui serait alors s'ils pourraient mais une forme de personnalité autre, c'est-à-dire musulmane. Le musulman il doit complètement disparaître, c'est-à-dire on doit plus rien voir. Mais je veux dire, ça va s'arrêter où? Parce que même la main de Fatma, c'est comme la croix chrétienne, quoi. Tu la mets et. Bien évidemment. Mais c'est un truc de ouf. La main Fatma, les gens, c'est. Oui, en plus, dans l'islam, t'en as beaucoup qui vont dire que c'est interdit. Beaucoup d'imams vont Bien dire, sûr. mais c'est pas Alors musulman. c'est pas spécialement juif. La main de Fatma, c'est traditionnel. Ça Même remonte. En Sicile, on retrouve des trucs Mais comme oui, ça, mais un oui, peu, mais dans beaucoup de sociétés, on a en fait l'équivalent de la main de Il y a un Fatma. œil, il y a un œil aussi. Alors il y a la main de l'œil, Fatma. etc. Donc ça fait partie de Même ma mère de Catourne avait croyances, une. mais Bah bien oui, sûr, mais de oui. croyances extrêmement anciennes, impossible à déterminer l'origine de toute façon. Bah oui. Ça a été tellement repris, voilà. Mais peu importe. En tout cas, c'est pas un signe musulman. Il y a plein de gens qui le portent. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah. Alors je vous dis, à l'époque, ça a été un truc effroyable. Et alors on se met à chasser partout les signes. Et puis on a donc ces résistants là dont j'ai parlé, Mouloud Aounid, Catherine Grupper, toute cette bande, Christine Delphi, Catherine Samari, toute cette bande du collectif Une école pour tous et autres. Et on en reparlera la fois prochaine de la naissance vraiment du pire. Là, on va là, de toute continuer. façon, on va finir dans des Ouais, minutes, là. c'était important de préciser le Mais contexte. C'était vraiment le l'épisode du contexte. voile et tout, on est obligé de faire un long. Ah mais c'était important parce que c'est vraiment une révolution copernicienne. Il y a un virage dans ce pays, Ouais. quelque chose que j'ignorais. J'ai découvert un aspect de ce pays, je vous le dis franchement, que j'ignorais. Ça va être la rupture avec des copains. Alors ce copain que je retrouve à la fête de l'UMA qui me dit oh, « Comment t'es avec les islamistes maintenant ?» Parce qu'il Oh il là avait entendu là. dire que j'étais au pire. Alors c'était vraiment un copain formidable, en plus très radical et tout, d'extrême gauche et tout, qui avait peur de rien, qui était... Comment t'avais... Et lui, il aimait beaucoup... ouais, il aimait beaucoup Caroline Fourest. Hein. Alors un autre copain aussi parce que juste au début alors avant même que le pire n'apparaisse, donc on va participer au 8 mars, à la manif du 8 mars, et des jeunes filles voilées vont vouloir intégrer le cortège féministe du 8 mars. Alors elles arrivent elles portaient toutes des voiles avec une banderole en disant elles aussi sont féministes et autres, et donc il va y avoir un moment d'affrontement parce que Ouais. elles sont là et on est toute une bande avec elles évidemment, et là lorsqu'on veut intégrer le cortège, il va y avoir vraiment un quasi-affrontement physique, je dis bien. Ah ouais. Ouais, quasi-affrontement physique, parce qu'on refuse à ces jeunes filles voilées d'intégrer le cortège de féministes du 8 mars. Voilà, ça donne cela. Et à ce moment-là, il y a un copain à moi, un vieux copain à moi, un camarade, hein, qui est en face Ouais. et qui m'interpelle en disant mais pourquoi vous voilez vos femmes?
et qui comprend pas qu'effectivement je voiler vos femmes. ça devient les voileurs et les dévoileurs. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il dit ça dans une manif féministe et qu'il enlève toute la gentilité à la femme. Absolument. C'est-à-dire que ces femmes qui portent le voile, Bien c'est sûr. juste des objets qu'on leur a ouais. forcé à porter le voile. C'est ouf, ça. hein. C'est ça. C'est ouf. Ah non, mais ça donne lieu à des choses inimaginables. Je n'y croyais pas. Enfin, je suis complètement. Youssef cesse de voiler autrui. Bah oui, c'est ça. Ouais. Non, mais en plus, moi, Un voile peut en cacher un autre, hein, surtout. Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est quand ils disent ouais, le pire islamiste. Et je suis en mode, mais vous voyez quoi, je veux dire. Moi, j'imagine les vrais islamistes. Vraiment, ils doivent dire, mais arrêtez, c'est pas eux en fait. Mais ça, c'est pas des islamistes. Mais c'est vraiment un niveau de délire. Bien évidemment. Mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, à ce niveau, beaucoup l'ont fait remarquer en disant mais vous vous rendez pas compte qu'en fait ces jeunes filles-là, c'est des softs. Ben oui, mais oui. C'est que parce que les vrais, on va dire extrêmement rigides, hein, ils applaudissent à cela, ils sont bien contents. Bah oui. On dit regardez votre intégration. Regardez, c'est ça votre intégration. Mais c'est ce qui m'a fasciné, c'est que au final, leur loi, c'est de laisser la femme qui porte le hijab à la maison. Bien sûr. Bien sûr, Les fondamentalistes sont contents. Ah alors, oui, bien sûr. c'est bien. Et c'est ce qui va se passer. Elles n'ont pas à sortir, on est d'accord. Elles n'ont pas à aller à la piscine, alors là, les fondamentalistes seraient d'accord. Allez, elles restent à la maison. Bien sûr, et une des conséquences, ça va être que beaucoup de jeunes filles, vous savez, faut comprendre, vous savez comment sont les jeunes. Hein. Les jeunes, vous leur dites, fais pas ça, et évidemment, et c'est logique, parce que des réactions contre l'injustice, ils ressentent ça comme étant une injustice. Au contraire, il va le faire. Oui. La contre-culture dans les années 2000, c'était de porter le voile. Oui. Mais c'est d'ailleurs ce que j'avais bien aimé la critique que Bégodeau avait fait sur le film de Ladjili. Et en fait, il a dit un truc intéressant. Il a dit non, mais ça, c'est pas subversif. Un film qui serait vraiment subversif actuellement. Et si Charlie était vraiment Charlie Hebdo était vraiment subversif actuellement, il défendrait les musulmans. Bien sûr. Il critiquerait cette hypocrisie sur ça. Il disait un film intéressant, ce serait un film notamment sur ceux qu'on appelle les salafs en France, tu vois. Bien sûr. Et qui, du point de vue d'eux. Mais aujourd'hui, t'as plus du tout ça. T'as plus cette contre-culture. T'as plus rien, quoi. Oula, j'ai plus la. Ah, c'est bon. Je veux dire, même ceux qui auraient pu comprendre cette répression de l'État et comment ça l'était certes, il n'y a plus rien, quoi. Bien sûr. Plus personne n'a un discours critique. Ouais. Alors justement, ce cinéaste dont on parlait tout à l'heure, de cinéaste dont on parlait tout à l'heure, qui avait approuvé la guerre en Irak. Goupil. Romain Goupil. Romain Goupil. Il est cinéaste. Bien sûr. Ah bon, je savais pas. Romain Goupil, c'est lui qui avait fait justement le film dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Mourir à 30 ans. Ah ouais. Alors c'est un film que je vous conseille. Mourir à 30 ans, ça raconte C'était en quelle année Rekanati. Alors c'est dans les années oh là là, c'est une bonne question. C'est dans les années 80 bon, 90 totalement... Non, justement, il est encore bien. Ouais. Et Goupil fait un film qui s'appelle Mourir à 30 ans où il raconte un épisode peu connu de l'histoire de la LCR, où dans les années 70, le responsable du serviseur de la LCR qui s'appelait Rekanati, c'est une époque où la LCR avait un serviseur vraiment puissant. Et le responsable du serviseur de l'LCR, Rekanati, qui était un de ceux qui avait organisé les grandes batailles contre les fachos, Ordre Nouveau, etc., va être recherché par la police. Donc on va lui mettre une affaire sur le dos, et il va devoir devenir clandestin. D'accord. Et un certain nombre d'événements personnels aussi vont faire qu'il ne va pas supporter cela, il va se suicider. D'accord. Ouais. Donc il raconte cette histoire, l'histoire de Rekanati, qui a été un grand militant de la LCR, voilà, et c'est dans Mourir à 30 ans. Parce qu'il avait 30 ans, c'était le grand responsable du service. Il conseille un film de Goupil. Alors, il y a un autre film de Goupil, et c'est là que je voulais en venir. C'était pas de Rekanati que je voulais parler, c'est de ce film de Goupil qui va porter sur le voile, précisément. Il a fait un film sur le voile. Mais non, mais vous n'allez pas en revenir. Il fait ce film dans les années 90. Ouais. Alors, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est qu'à une époque où l'affaire du voile n'a pas éclaté, où il va prendre cette affaire après l'affaire de Creil, il va la prendre de façon assez honnête. Il va faire un film remarquable qu'il a effacé complètement de sa filmographie, qui s'appelle La jeune fille et le voile, que j'ai vu à la télévision. Alors, je ne sais pas si c'était une production télé ou pas. Vous le trouverez. Alors, c'est un film qui est remarquable. Donc je l'ai vu qu'une fois, mais je l'ai vu. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, justement. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'il dira pas. C'est ça qui est fabuleux, comment quelqu'un est capable de se dédire ensuite. La jeune fille et le voile. Si vous trouvez ce film, les amis, vous avez vraiment gagné.
hein. Je ne sais pas ce que vous avez gagné, ma reconnaissance éternelle en tout cas. Enfin, éternelle, je ne sais pas si on peut parler d'éternité, mais en tout cas, pour longtemps. La jeune fille et le voile, qui est un film incroyable, où Romain Goupil explique, alors c'est dans une famille française d'origine maghrébine, comme on dit, musulmane, et il y a un garçon et 2 filles, et le garçon et la fille, et une des 2 filles sont complètement pour l'intégration, et on a la deuxième fille qui se met à porter le voile, l'autre fille qui se met à porter le voile. Alors elle le fait, quelles que soient ses motivations, voilà, elle décide de porter le voile. Et alors là, elle se retrouve avec comme ennemi d'abord sa sœur et son frère, qui l'insulte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de porter le voile, c'est n'importe quoi. Alors c'est exactement le contraire, hein. Et c'est un film remarquable. Alors, je crois que le titre, c'est pas La jeune fille et le voile. Là, j'ai un article, Oui. Les mystères du jeune fille. Je vais vous le partager, les gens, mais moi, j'ai pas accès Alors au peut-être monde. que le titre, oui. Alors, parce que ça existe vraiment. Regardez, c'est là. Et de Romain Goupil. Du linge qui sèche au-dessus d'une baignoire, un robinet qui goutte, des flacons d'eau de toilette à bon marché dispersés sur une étagère. Le décor est celui d'une salle de bain de HLM à Nanterre. C'est là, dans ce petit univers intime et clos, que l'on fait la connaissance avec Yakin, la lycéenne autour de laquelle le cinéaste Romain C'est Goupil ça. a construit l'intrigue de sa vie à elle. Ah, ça s'appelle Sa vie à elle. Ou sa vie à elle, oui, peut-être. Cet Oui. excellent téléfilm, le 4e de la belle série, ça doit être lui. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'avais appelé ça la jeune fille. Ouais. C'est parce que je pensais peut-être au tableau, la jeune fille à la perle. Mais bon. Eh ben, il doit être trouvable. Eh ben, ce serait super. Ah, il est là. Tu l'as ? Sa vie à elle, ouais. C'est avec... Bah, ça doit être lui. Hein. Yakin, brillant élève d'origine algérienne, porte le voile islamique. Son entourage familial et scolaire veut comprendre. Liberté, modernité, intégration, laïcité, chacun expose son point de vue à Yakin, qui a choisi le silence. Eh ben. Mais il est intéressant, très intéressant. Alors, chacun veut essayer de comprendre. La réaction de sa famille est plutôt très hostile, hein, autant que je me souvienne, hein, si je me rappelle bien. Et voilà. Donc, je vous conseille, regardez-le et vous me direz. Mais oui, c'est un téléfilm. Hein. Ouais, c'est un téléfilm. Ouais. Ouais. Ah, c'est pour ça que je ne retrouvais pas le titre alors à chaque fois. Ah bah oui. Je risquais pas. T'allais jamais retrouver le titre là. Alors, donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. C'est dans tout ce contexte. Donc où personnellement je me réoriente vers la vie intérieure de ce pays et vers les questions domestiques dans cette espèce de paysage que va commencer la grande bataille dont on parlera par la suite, hein, l'émergence des indigènes. Alors je rappelle que Laurent Lévy, le père des 2 jeunes filles d'Aubervilliers par lesquelles le scandale est arrivé, hein, va être un des 4 protagonistes de l'appel des indigènes. Avec donc Sadri, Ouria Boutelja, donc Laurent Lévy et moi, puisque c'est nous 4 qui avons lancé donc l'appel des indigènes, qui donnera le pire, dont on parlera la fois prochaine. D'ailleurs, regarde le commentaire. Alors, je suis allé acheter Beauf et Barbare hier. Le libraire, militant PCF, a voulu m'en dissuader. Il croit que ça promeut un affrontement contre les beaufs. Il m'a dit qu'il serait dans ce camp-là si ça arrivait. Ah, mais c'est extraordinaire, ça. alors, c'est vraiment intéressant, ça, parce que ça me rappelle le fait de dissuader quelqu'un de lire un livre. Mais c'est la pire chose à faire. Je me rappelle que dans mon jeune temps, je devais avoir 13 ans, et alors je fréquentais énormément les bibliothèques, évidemment, de ma bonne ville communiste d'Argenteuil. Et je fréquentais vraiment assidûment les bibliothèques. Je passais mon temps dans les bibliothèques, hein, et ramenais des bouquins à la maison. Mais extraordinaire. Dès mon plus jeune âge, de toute façon. Tout est là-dedans. Je vous dis, les amis, lisez. Et j'arrive un jour dans la grande bibliothèque municipale d'Argenteuil. Je me rappelle, elle était super parce que les communistes avaient ça. Ils avaient vraiment, pour la culture, ils dépensaient énormément, etc. Et c'est très belle bibliothèque d'Argenteuil qu'il y avait avec tous les livres à l'époque étaient reliés. Enfin, c'est qu'on les reliait à nouveau. Vous savez on les laissait pas dans leur reliure d'origine, puisque c'est des livres qui allaient être manipulés. D'accord. Donc on leur mettait une reliure très solide en cuir. Alors, c'était extraordinaire. Donc ça coûtait cher, mais c'était un investissement qui valait la peine. Donc ça sentait le cuir dans cette bibliothèque, c'était fabuleux. Et j'arrive au moment où un lecteur demande à la bibliothécaire un livre de Céline.
Ah ouais. Et la bibliothécaire qui dit oui, on l'a, mais je vous déconseille de le lire. Donc ça m'a ouais fait penser à cela, oui, tout à fait. Lequel livre de Céline en plus? Oh bah, non, bah, de toute façon, les livres qu'ils avaient, c'était certainement pas les livres antisémites. Ça Ah devait oui, être Voyage au c'était, bout de la ouais, mais nuit, alors, Mort à c'est crédit. encore plus con de l'interdire. Bien évidemment, en plus, ils avaient le livre, mais elle lui dit je vous dissuade de le lire. Là, c'est pareil, lui, attaquer est communiste, mais il dissuade le type de lire ce livre. Ben, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ne lis pas ça, camarade. Non, mais surtout, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit ça et je pense qu'il a un petit peu raison. C'est s'il l'a lu, c'est qu'il a peur parce que Ouria parle du racisme du PCF dedans, de comment ils ont Ah, raté bah oui. l'alliance des Bah, Beaufs bien et des sûr. barbares parce que à plusieurs reprises, ils ont fait le choix du nationalisme et du pacte racial. Bah, c'est d'ailleurs de là d'où vient le problème principal, d'ailleurs, Ouais. avec le PCF, puisque si effectivement le PCF avait réellement, comme on dit, entre guillemets, intégré Ouais. la classe ouvrière immigrée, Merci Piki Roska, merci beaucoup. eh bien, alors que le PCF a fait ça avec toutes les autres couches d'immigration. C'est ce qu'on oublie. C'est que le PCF, dans les années 30, a intégré tout à fait les couches d'immigration qui venaient d'Europe de l'Est, etc. Et les a intégrées dans le Parti communiste, hein. Ouais. Enfin, et dans les organisations. Et par contre, il va refuser, il ne va plus faire ça avec les populations, les ouvriers, les travailleurs qui viennent d'Afrique, d'une façon ou d'une autre, hein, subsaharienne ou maghrébin. Et c'est ça qui est problématique. Bah oui. Eh ben, écoutez, la semaine prochaine, on abordera enfin Oui. pour le 11e épisode. Et on n'aura même pas franchi le cap de l'année 2004. Pour le 11e épisode, on va parler de 2004. C'est 2004 que ça commence Oui, vraiment. oui, vraiment. L'appel, il est publié en 2005. Oui, en janvier. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui croient que c'est par rapport aux émeutes, mais non, c'est au début d'année. Les émeutes, c'est en fin d'année. Ah oui, oui. Les émeutes de 2005, et on en parlera. On parlera de tout ça. On y était pour rien. Alors, des gens ont ensuite voulu nous mettre ça sur le dos. Moi, je le dis, on y était pour rien dans les émeutes. Eh ben, écoutez, on se dit merci Youssef. Est-ce que tu as une dernière merci chose à toi, tu voulais pas Wissam. faire un truc à une association? Oui, c'est par rapport à la Syrie. Quand même, je voudrais. Vous savez, il y a cet appel aux dons. Et il y a une association vraiment que je connais bien et qui vaut la peine de passer par elle. Alors, c'est une association qui envoie de l'aide dans toutes les parties. Aussi bien, enfin, qui est disponible, hein, aussi bien en Turquie, évidemment, qu'en Syrie. Et que, bon, bah, là, c'est compliqué oui, c'est compliqué, effectivement, pour le Kurdistan et pour la zone d'Idleb. C'est compliqué d'y accéder, hein. Mais en tout cas, autant que l'on puisse le faire. Donc, c'est une association qui s'appelle... Je vais voir si je la trouve. Oui, c'est une association qui s'appelle la Fondation du Grand Paris Humanitaire. Bon, hein, alors, c'est une organisation d'intérêt public à but non lucratif, hein, loi 1901, et c'est au 50 rue Stendhal de Paris, c'est du côté de la place Gambetta. Et il y a un coordinateur. Alors, il donne son nom, son numéro de téléphone, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est la Fondation du Grand Paris Humanitaire, Majid Touhami, et c'est 06 67 59 65 76, 06 67 59 65 76. Et là, il demande des dons. Alors, des dons en matériel, surtout. Pas en argent, hein. Des dons en Ils matériel. n'ont pas de site internet? Ils ont un entrepôt. Alors, je ne sais pas s'ils ont un site. Ils ont... Non, je trouve pas le... Alors, ils travaillent aussi avec des groupes de médecins. Hein, Alors, ils n'ont pas encore ils viennent de... Eh ben, on donnera aussi le site internet quand on aura, en tout cas... Ouais, voilà. Donc, le Grand Paris Humanitaire. Et ils ont en tout cas un dépôt Place Gambetta. Ils ont un dépôt Place Gambetta, alors au 50 rue Stendhal. Hein. Mais wesh, attends, je suis... Mais... Attends, il y a quelqu'un qui a fait un don de 500 €, je crois, là, sur Tipeee. Attends. En fait, je vais te cliquer sur Tipeee et et il y a quelqu'un qui a fait un don de 500 €. Je sais pas qui c'est parce que j'ai pas les noms de Tipeee et je voudrais vous remercier beaucoup parce que hier on était à 632 et là aujourd'hui on est à 1183 €. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a donné. Ah bah oui, merci, 500 hein, vraiment. €. Merci beaucoup. Et en fait, Tipeee, le problème c'est que j'arrive pas à voir qui c'est. Je vous aime, peut-être Sarah qui a écrit Je vous aime, peut-être qu'elle a donné. Bref, voilà. Et donc l'association, donc ça s'appelle le Grand Paris Humanitaire. Alors le Grand Paris Humanitaire. Et tu penses qu'il va avoir un site internet bientôt? Oui, je pense, oui. Et donc on le communiquera. Oui, c'est 50 rue Stendhal. D'accord. Hein, 50 rue Stendhal. Répète le numéro et. Ouais, 50 rue Stendhal.
et à Paris, et c'est un dépôt. Et alors c'est le 06 57 59 65 76, 06 67 59 65 76. Et là, ils demandent surtout du matériel. Alors des médicaments, des kits de chirurgie, des marteaux-piqueurs, des pelles, des burineurs, ouais. S'il y a des gens qui ont des parents, je sais pas, qui font des travaux, hein, des torches, des tentes, des couvertures thermiques, aliments hyperprotéinés, groupe électrogène, générateur d'électricité, compresseur, filtre à eau. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de tout ce dont on peut avoir besoin dans ce genre de cas. Vous pouvez amener ça au 50 rue Stendhal. D'accord, voilà. Attends. Juste 50 rue Stendhal. Oui, c'est leur local. Mais c'est dans Paris alors. Oui, c'est D'accord, oui. ok. Ah pardon, c'est Place Ouais. Gambetta. Oui, bah, Ah pardon, excusez-moi. 50 rue Stendhal. Voilà, débrouillez-vous. Alors pardon, c'est 50 rue Stendhal, c'est dans le 20e, Paris 20e. D'accord. 50 rue Stendhal, Paris 20e, Merci. c'est près de la Place Gambetta, c'est vraiment à côté. Mais merci, on va Si vous s'arrêter avez là. du matériel, des médicaments, etc., n'hésitez pas. Merci beaucoup. Putain, on est nombreux là. Merci beaucoup. On était 350. Merci beaucoup Ah, c'est les bien. gens. Je sais pas qui c'est qui est en ligne, comme ça je vous fais le raid. En attendant le raid, je vais vous dire les prochains rendez-vous. Tac tac, tic tic, poum poum poum. Oulala. Je vais vous raider chez qui? Il y a qui en ligne? Je crois qu'il y a Eva. Bah écoutez, je vais vous raider chez. Ah, il y a Elias qui est en ligne. Alors peut-être avant, juste une Vas-y. dernière chose. Je vais vous donner un devoir. Vas-y, avant que je fasse. Un devoir avant qu'on se retrouve dans 15 jours. Vous avez un devoir. Le devoir, c'est de lire l'appel des indigènes. Ah, Alors, parce que ce sera intéressant, parce que lisez la il a page des fait indigènes. tellement couler d'encre. Il est tellement polysémique pour certains, et notamment, j'attire votre attention sur le pronom nous. Hein, sur le pronom nous. Sur le pronom personnel nous qui débute cet appel des indigènes. Parce que ce pronom personnel nous a fait couler tellement d'encre. Alors voilà, je vous demande de lire l'appel des indigènes pendant 15 jours. Nous lirons. Voilà, nous lirons cet appel parce qu'il y aura explication de texte ensuite. Et il y aura, parce que tout va démarrer à partir de cela. Vous ne pouvez pas imaginer. Rarement dans l'histoire de ce pays, quelques lignes ont suscité autant de débats et une véritable bombe. Voilà. Au plan politique. Je devoirs à mes élèves, je vais pas m'en imposer. Allez, c'est les devoirs. Merci comme ça, on pourra beaucoup. bien travailler. Merci à vous juste tous. Les rendez-vous demain 19h30 au Cirque électrique pour la rencontre Ouria Boutelja avec Dany Raz et je vais animer avec Louisa Yousfi, rencontre en public et tout, donc ce sera aussi l'occasion de discuter entre nous. Tu seras là, Youssef? Oui. Il y aura Youssef. Donc il y aura Youssef, et on aura le temps de parler avec les gens, ça sera cool. Il y aura aussi Samir, donc il y aura toute l'équipe en fait. Donc venez demain. Ensuite, on fera sûrement un live vendredi soir avec Samir, avec le nouveau PC, Inch'Allah, qu'on va installer le nouveau PC. C'est sur Twitch. Oui, ça sera diffusé sur Twitch aussi jeudi. Ça sera diffusé sur Twitch. Et enfin, lundi, rendez-vous, donc la perme comme d'habitude. Et on fera aussi une discussion autour du livre d'Ouria avec Ouria, mais entre indigènes, entre nous, entre familles. Et on parlera d'autres choses aussi du livre. On parlera de choses en général. Voilà, il me reste 5 secondes. Merci à tous. Salut, salut. Merci, Salut, au revoir.